Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit commentaire parce qu'il est quand même relativement rare que l'actualité scientifique fasse la une des médias. Donc vous avez vu, depuis quelques jours, on a enfin mis en œuvre les rudiments d'une astronomie gravitationnelle. Je me permets quelques mises au point ou éclaircissements parce que cette découverte très médiatisée ne l'a peut-être pas toujours été exactement pour les bonnes raisons. Donc j'aimerais susciter vos interrogations, éventuellement votre réaction par rapport à ce qui a été véhiculé. Voyez ? La première chose qu'on a laissé entendre, c'est que peut-être, pour la première fois dans l'histoire, nous avions détecté des ondes gravitationnelles. Vous vous souvenez, au premier cours, nous avions cheminé avec différents médiateurs du cosmos, et je vous avais montré qu'une des manières d'interroger l'univers pouvait être le recours à ces petits tressaillements de la métrique de l'espace-temps, c'est-à-dire à ces petites vibrations d'espace qu'on nomme les ondes gravitationnelles. Je crois néanmoins qu'il n'est pas exact de dire que pour la première fois, nous venons de les détecter. En réalité, on observe depuis une quarantaine d'années, donc ce n'est pas nouveau, des systèmes binaires de pulsars dont on a pu montrer que l'évolution de la période orbitale avec le temps était exactement ce qui était prédit par l'émission d'ondes gravitationnelles. Et le prix Nobel a d'ailleurs été donné à Hulse et Taylor il y a presque 25 ans, précisément pour cela. Alors certains objectent que, bon, certes, on avait déjà détecté les ondes gravitationnelles, mais ce qu'on vient de faire maintenant, c'est la première détection directe. Et là, je voudrais quand même interroger votre sagacité épistémologique. Ça veut dire quoi, direct ? Quand on observe un système binaire de pulsars, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'émission d'ondes qui induit une variation de la période, et c'est ça qu'on observe. Ce qu'on vient d'observer, suivant l'annonce qui a été faite le 11 février, c'est quoi ? C'est une variation de longueur des bras d'un interféromètre qui induit un défilement des franges d'interférence. Lequel est le plus direct ? Et c'est très trompeur, cette idée de détection directe. En réalité, on observe toujours l'interaction entre un phénomène physique et un instrument de mesure. La question n'est pas de savoir si c'est direct, la question est de savoir si c'est fiable. Voilà. Et en réalité, le mieux qu'on peut faire pour clamer une découverte, c'est finalement de montrer qu'aucune autre ou meilleure explication n'est possible face au phénomène observé. Évidemment, on n'a pas vu les ondes gravitationnelles au sens des petites vidéos qu'on voit sur YouTube, comme ça, on voit deux trous noirs qui se tournent l'un autour de l'autre et l'espace-temps qui vibre. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un truc qui faisait comme ça dans le signal détecté par l'interféromètre LIGO. On ne les a pas vus, les trous noirs. C'est extrêmement indirect. Mais c'est en tellement belle et bonne adéquation avec le modèle théorique qu'on peut s'accorder sur une détection. Et en ce qui me concerne, je dirais une nouvelle détection, puisque nous avions déjà détecté ces ondes gravitationnelles. Plus personne n'en doutait dans la communauté des spécialistes de relativité générale. Le deuxième point un peu erroné que j'ai vu sur des sites scientifiques, ou pseudo-scientifiques, c'est la détection du graviton. Vous vous rappelez, je vous avais présenté à l'issue de la petite réflexion sur le Timée de Platon, la taxinomie des particules élémentaires. Et je vous avais montré que dans tout ce que nous avions écrit au tableau, la seule qui demeurait non détectée était le graviton, le médiateur de la gravité. Certains se sont empressés de dire que ces ondes de gravité étaient donc la mise en évidence expérimentale du graviton. Ça, c'est tout à fait faux, d'accord ? Le graviton est une hypothétique particule associée au caractère quantique du champ gravitationnel. Mais les ondes gravitationnelles ne sont pas quantiques. Ce sont des processus purement classiques prédits par la théorie de la relativité générale. Donc il n'est absolument pas nécessaire de recourir au graviton pour expliquer les ondes gravitationnelles. Donc ce n'est pas une détection du graviton, soyons clairs. Troisième erreur que j'ai notée, nous aurions enfin vu les ondes gravitationnelles primordiales. Si vous vous souvenez, il y a environ un an et demi, il y a eu beaucoup de bruit autour d'une telle découverte par une expérience américaine nommée BICEP2. Et ensuite, on a dit, en fait, c'était une erreur, c'était du bruit. Attention, les ondes gravitationnelles primordiales, ce sont des échos du Big Bang. Ce sont des ondes qui auraient été émises juste après le Big Bang. Celles qui ont été observées par l'instrument LIGO et diffusées il y a quelques jours ne viennent pas du tout du Big Bang. Car ce sont deux objets qui se tournent l'un autour de l'autre dans l'univers contemporain. C'est très intéressant aussi
Mais ce ne sont pas des ondes gravitationnelles primordiales. Ce sont des ondes gravitationnelles contemporaines. En cosmologie, le terme primordial qualifie un phénomène qui a lieu juste après le Big Bang. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. D'accord ? Quatrième erreur, peut-être la plus grave au niveau conceptuel et philosophique. J'ai lu que nous avions enfin prouvé la relativité générale. Alors ça, c'est quand même très agaçant. D'accord ? Et le premier point sur lequel j'espère que nous sommes maintenant tous d'accord, indépendamment de cette expérience et de cette très belle détection, c'est qu'aucune théorie scientifique dans le domaine des sciences de la nature n'est prouvée ni prouvable. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas savoir si demain, une expérience ne viendra pas infirmer la théorie qui, jusqu'à maintenant, a votre préférence. Quelle que soit la théorie que vous considérez, vous pouvez faire des expériences, n'est-ce pas, et vérifier que ces expériences sont en adéquation avec le corpus interprétatif. Mais vous ne savez pas si une meilleure expérience, faite avec une précision supérieure ou menée dans des circonstances différentes, ne viendra pas invalider la théorie. Vous ne le savez jamais jusqu'à ce que cette expérience ait lieu. Pour prouver une théorie, il faudrait faire toutes les expériences qui la mettent à l'épreuve, c'est-à-dire une infinité, ce que vous ne ferez jamais, et il faudrait faire chaque expérience avec une précision infinie, ce que vous ne ferez jamais. Donc vous voyez qu'il est doublement impossible de prouver une théorie en science. Une bonne théorie en science, c'est quoi ? C'est la meilleure théorie à un instant donné de l'histoire. La relativité générale d'Einstein est une bonne théorie parce que jusqu'à maintenant, c'est la meilleure dont nous disposions. Il est tout à fait possible, voire probable, que dans le futur, une expérience la mette en défaut et nous mette sur la voie d'une nouvelle théorie qui la supplantera. La science ne vise pas l'éternité. Les vérités scientifiques sont mortelles. Si vous voulez des certitudes absolues et intemporelles, faites de la théologie, ne faites pas de la physique. D'accord ? La physique, c'est jouer avec des propositions qui ont vocation toujours à être remplacées par de meilleures propositions. Nous ne touchons jamais l'en-soi du réel. Nous ne touchons jamais la vérité avec un grand V. Nous nous intéressons à la proposition la plus adéquate compte tenu d'un ensemble de contraintes et d'une période de l'histoire des idées. Donc, d'une façon générale, aucune théorie n'est prouvée, et certainement pas celle-ci. Qui plus est, dans ce cas particulier, les ondes gravitationnelles sont évidemment une prédiction importante de la théorie d'Einstein, mais pas plus importante que des dizaines d'autres prédictions qui ont déjà été mises à l'épreuve. Donc qualifier, comme certains journaux l'ont fait, cette expérience de Graal de la physique est tout à fait déraisonnable. D'accord ? Cinquième erreur. Nous allons enfin pouvoir tester des théories au-delà de la relativité générale. Oui, bien sûr, nous allons pouvoir le faire, mais on pouvait déjà le faire. Il y a déjà un très grand nombre de mesures qui permettent de contraindre les théories qui tentent d'aller au-delà de celles d'Einstein, et cette détection n'est pas spécifiquement importante de ce point de vue-là. C'est un des moyens, parmi d'autres, de tenter de contraindre les extensions de la relativité générale. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire qu'en fait c'est un non-événement, qu'il ne s'est rien passé et que ça n'a aucun intérêt ? Certainement pas. C'est un événement majeur, mais je crois qu'il faut l'apprécier pour les bonnes raisons, pas pour la découverte des ondes gravitationnelles, qui a eu lieu il y a des décennies, mais pour l'ouverture d'une nouvelle astronomie. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, nous allons pouvoir utiliser les ondes gravitationnelles. Pas savoir qu'elles existent, on le savait déjà. Nous allons pouvoir les utiliser de manière à ouvrir une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle parfois, en plaisantant, réaliser un peu du projet platonicien. Vous savez que Platon voulait que nous scrutions l'univers avec des yeux de géomètre, ce qui, suivant une légende probablement fausse d'ailleurs, était écrit à l'entrée de l'Académie. C'est un peu ça dont il est question ici. Les ondes de gravité, ce sont des vibrations de la géométrie. Grâce à ces détecteurs, nous allons pouvoir observer directement des vibrations de la géométrie de l'espace. Pas savoir qu'elles existent, mais en faire des médiateurs permettant de révéler de nouveaux phénomènes astrophysiques. Et ça, c'est effectivement extraordinaire. D'ailleurs, je crois, en ce qui me concerne, que la détection annoncée le 11 février est encore plus intéressante en ceci qu'elle confirme l'existence des trous noirs qu'en cela qu'elle confirme l'existence des ondes gravitationnelles.
Je pense que c'est beaucoup plus spectaculaire de ce point de vue-là, parce que c'est un système binaire de trous noirs qui a été observé. Et ce que je trouve élégant, à la limite de l'émouvant, c'est que pendant quelques instants, pendant la phase vraiment de coalescence, l'énergie gravitationnelle émise par ce système de deux trous noirs a été 50 fois plus grande que la totalité de l'énergie lumineuse de l'univers visible. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc vous voyez que l'espace-temps est un milieu tellement rigide qu'il est extraordinairement difficile de le distordre ou de le distendre. Et c'est ça que nous avons observé. Bien. Alors, reprenons le cours de nos investigations. Donc, si je me souviens bien, on avait fait un grand 1 introductif, très long, un grand 2 où nous avions discuté des cosmogonies anciennes, des mythes fondateurs et de la philosophie grecque. Et je vous propose maintenant qu'on rentre réellement dans le vif du sujet, donc dans la science contemporaine, avec un grand 3 dédié aux indications observationnelles en faveur du Big Bang. Voilà. Avant de tenter de vous convaincre pendant plusieurs heures, on ne va pas finir ça aujourd'hui, hein, loin s'en faut, donc avant de passer un certain nombre de séances à tenter d'argumenter en faveur du modèle du Big Bang, je voudrais que nous tous, nous nous rendions compte à quel point ce modèle est insensé. Ce que dit le modèle du Big Bang, c'est que l'espace et le temps ont une histoire. Pas que les constituants ont une histoire, ça c'est évident, pas que les galaxies ont une histoire, mais que l'espace a une histoire. Et on est en train de déconstruire le cœur de notre rapport scientifique au réel, le cœur kantien par exemple. Vous savez que Kant disait que l'espace et le temps sont des formes a priori transcendantales dans son vocabulaire de la sensibilité humaine. C'est-à-dire ils sont là, X, Y, Z. Et nous sommes des phénomènes dans l'espace. Ce qu'énonce le modèle du Big Bang, c'est que l'espace et le temps sont apparus. En quelque sorte, là je suis très métaphorique, hein, on va préciser tout ça, mais en un sens lâche, l'espace et le temps sont apparus, donc ont une histoire, donc sont des objets physiques. Mais ça, ce sont des idées que vous n'avez jamais rencontrées et que vous n'utilisez jamais au quotidien. Au quotidien, l'espace et le temps, ce sont les variables avec lesquelles on décrit les phénomènes physiques. Et là, ce qu'on dit, c'est que ce sont eux-mêmes des phénomènes physiques, qu'ils sont sujets à évolution. Vous voyez ? Quand on parle d'âge de l'univers, on parle en réalité de l'âge de l'espace. Donc avant d'en venir aux arguments, j'espère que vous sentez tous à quel point cette proposition est aberrante. Pour voir la beauté du modèle, il faut commencer, je crois, par s'énerver de son étrangeté. Nous faisons face à une posture qui est en désaccord, voire en tension fondamentale avec notre perception intuitive et quotidienne du réel. Bon, avant de comprendre pourquoi l'univers est en expansion, c'est-à-dire l'espace est en expansion, nous devons nous interroger sur le problème des distances. Quelle est la taille de l'univers ? Voilà la question qu'on se pose. Ou au moins, quelle est la taille minimale de l'univers ? Peut-être est-il infini, peut-être pas. On va le dire autrement. À quelle distance les étoiles se trouvent-elles de nous ? C'est une question fondamentale. Et je vous demande de faire une sorte d'expérience métaphysique qui consiste à oublier votre savoir. Faites-le tout à l'heure, enfin il y a peut-être un peu trop de nuages ce soir, mais faites-le le prochain soir où il n'y a pas de nuages et où vous voyez les étoiles. Oubliez que vous savez ce que sont les étoiles. Regardez-les comme des images pures. C'est très dur à faire ça. C'est très très dur d'oublier son savoir. C'est ce que cherchait à faire Cézanne, par exemple, le peintre. Cézanne voulait nous offrir une sorte de représentation antéprédicative du monde,
antéprédicative, c'est-à-dire avant la projection conceptuelle sur le monde. Voir des meules de foin comme si nous ne savions pas que ce sont des meules de foin. Voir la forme pure. C'est ce que Cézanne appelait la vérité en peinture d'ailleurs. Il disait « je vous dois la vérité en peinture ». Incroyable comme expression. Et la vérité pour lui était préconceptuelle. Faites ça. Regardez les étoiles en oubliant que ce sont des étoiles. Voyez simplement des petits points lumineux et parfois étincelants, fluctuants dans le ciel, scintillants. Voilà. À quelle distance sont-elles? C'est impossible de répondre. Quand on les regarde comme ça, ce pourraient être des petites lucioles, vous savez, c'est vert luisant, là, magnifique, qui sont à quelques dizaines de mètres. Ce pourraient être des objets un peu plus puissants qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Ce pourraient être des objets hyper puissants qui sont à des dizaines de milliards de kilomètres. On ne peut pas le savoir en les regardant. L'image des étoiles ne nous permet pas simplement de connaître la distance des étoiles. Et connaître la distance des étoiles, ce qui semble être une question presque triviale, c'est en réalité le premier pas vers l'interrogation qui nous intéresse, quelle est la taille de l'univers? Au moins, cela me donnera une limite inférieure sur la taille de l'univers. L'univers ne peut pas être plus petit que la distance qui me sépare des étoiles. Nous sommes d'accord? Le contenant ne peut pas être plus petit que ce qu'il contient. Donc la première question, me semble-t-il, de la cosmologie physique, c'est de tenter d'évaluer la distance qui nous sépare des corps célestes. Et j'insiste une dernière fois avant d'en venir au résultat. Ce n'est pas qu'un problème pratique, technique. C'est quelque chose de fondamentalement conceptuel, parce que la taille change tout. Non, c'était pas... Riez pas, c'était pas grivois. Et maintenant, vous me faites rire. Bon, la taille change tout. Ce que je veux dire, c'est que la taille, le volume de l'univers, joue le rôle de réservoir de possibles. C'est un peu ce que disaient Deleuze et Guattari avec cette idée de chaos, de magma des vitesses infinies. Si vous vous interrogez sur un phénomène très improbable et que vous avez un tout petit volume, ce phénomène ne doit pas avoir lieu. Si vous vous interrogez sur un phénomène très improbable mais vous avez un volume infini, non seulement il va avoir lieu, mais il va se reproduire et même se reproduire une infinité de fois. Ça change tout. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre. Si vous jouez un milliard de fois au loto, vous êtes certain de gagner et même de gagner plusieurs fois. Donc vous voyez, l'effet de volume, l'effet de nombre d'essais, l'effet de réitération par rapport à des circonstances exceptionnelles va radicalement altérer votre interprétation quant à la plausibilité de ces circonstances. Donc si on se pose une question un peu naïve, naïve et très profonde, comme l'apparition de la vie est-elle quelque chose de générique ou quelque chose de quasi miraculeux? La réponse dépend de la taille. Même si la probabilité d'émergence de la vie sur une planète, ce qu'on ne sait pas en fait, mais même si elle se trouvait être très faible, suivant que vous avez 10 planètes ou 1 milliard de planètes dans l'univers, ça change complètement votre rapport à cette question. Ça devient quelque chose d'évident ou d'exceptionnel. Dans le cas où c'est exceptionnel, vous devez revoir votre théorie. Ça signifie qu'elle n'est pas capable d'expliquer ou de rendre compte du monde observé. Donc cette question de volume cosmologique, j'insiste, n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi une question de sens conceptuel à partir duquel nous évaluerons les processus rares. Et nous ne faisons face qu'à ça finalement, les processus rares. Alors, première méthode. Comment connaître la distance des étoiles, sachant que nous ne pouvons pas prendre notre mètre de couturière et l'étaler jusqu'aux étoiles, ce qui serait la méthode la plus simple. Mais manifestement, c'est trop lourd. Alors la première idée, c'est une idée géométrique toute simple, c'est ce qu'on appelle la méthode de la parallaxe. Donc ceux d'entre vous qui auraient des beaux appareils photo type Leica ou Contax, c'est ce qu'on appelle un télémètre. Vous avez deux petits viseurs comme ça, et puis vous regardez de combien il faut les faire converger. Et à partir de la convergence qu'il faut imprimer au viseur pour avoir une image non superposée, vous connaissez la distance du sujet. On peut le dire autrement, quand vous regardez votre doigt, s'il est loin, vos yeux sont parallèles, s'il est près, vous louchez.
D'accord? Et votre cerveau interprète le fait que vous louchez pour savoir que votre doigt est proche de votre visage. On peut utiliser la convergence des yeux comme un moyen de mesurer la distance qui nous sépare de l'objet scruté. Vous êtes d'accord? Quand je regarde au fond de l'amphi, mes deux yeux sont presque parallèles. Quand je regarde mon téléphone, mes deux yeux convergent assez nettement. Donc c'est même pas la peine de faire de la trigonométrie au tableau. Je ne vais pas vous ennuyer, c'est trivial. Si vous avez deux télescopes qui sont séparés d'une distance que je vais appeler petit d, et qui observent une étoile située à une distance qu'on va appeler grand D, vous voyez tout de suite que l'angle de convergence des télescopes par rapport à la verticale, donc en l'occurrence sur mon dessin, ça serait comme ça, hein. Celui-là doit viser par ici, ce télescope-là vise par ici, et ce télescope-là vise par ici. Et vous voyez que cet angle alpha par rapport à la verticale me permet tout de suite de déterminer la distance D à laquelle se trouve l'étoile si je connais l'écart grand D entre mes télescopes. D'accord? Cette méthode, comme vous l'imaginez, fonctionne bien si les télescopes sont très éloignés. Pourquoi? Parce que si les télescopes sont très près, par exemple nos deux yeux pourraient fonctionner dans ce schéma. Mais pourquoi avec mes yeux, je ne peux pas connaître la distance des étoiles? Parce qu'elles sont tellement loin que pour mes yeux, c'est comme si c'était parallèle. La seule façon de faire apparaître un angle ici mesurable, c'est quoi? C'est d'augmenter la ligne de base. Tout le monde est d'accord? Si j'écarte les télescopes, je me donne du bras de levier en quelque sorte pour mesurer l'inclinaison qu'il faut leur conférer. Alors à votre avis, en restant sur Terre, quelle est la plus grande distance qu'on peut mettre entre deux télescopes? Oui. C'est une bonne première réponse. Donc sa réponse, c'est le diamètre de la Terre. C'est pas bête. On peut faire mieux, sans quitter la Terre. Beaucoup mieux. Vous voyez comment faire ou pas? On attend 6 mois. La Terre tourne autour du Soleil. En 6 mois, elle aura parcouru environ 300 millions de kilomètres. Vous faites une mesure, et vous faites la même mesure 6 mois après. Vous n'avez même pas besoin de 2 télescopes, vous prenez le même. Et vous regardez 6 mois après de combien changent vos angles. Vous avez une ligne de base qui est égale essentiellement au diamètre du cercle, du quasi-cercle, décrit par la Terre autour du Soleil. D'accord? Donc on arrive à avoir des lignes de base assez colossales grâce à cette astuce. Et donc, on arrive par cette simple mesure d'angle à déterminer la distance des étoiles proches. Et on mesure un certain nombre d'étoiles jusqu'à des distances d'environ 100 années-lumière. Déjà ça, c'est une conclusion faramineuse. On mesure des étoiles jusqu'à environ 100 années-lumière. Nous n'avons pas besoin de savoir à combien de kilomètres ça correspond. D'ailleurs, je ne le sais pas. Il faut faire le calcul. Mais on s'en fiche. La Lune, vous savez qu'elle est typiquement à 1 seconde-lumière. C'est l'ordre de grandeur. 1 seconde-lumière. Donc quand vous parlez de 100 années-lumière, ça veut dire que le rapport entre cette distance et la distance Terre-Lune est le même que le rapport entre 100 ans et 1 seconde. C'est gigantesque. Rien qu'avec cette méthode élémentaire de géométrie triviale, nous savons que l'univers est extrêmement grand. Cela doit aussi, je crois, nous conduire à une seconde conclusion. Combien y a-t-il d'étoiles jusqu'à cette distance? Relativement peu. Ce qui nous conduit à une seconde remarque essentielle. L'univers est essentiellement vide. La distance entre les étoiles, qui va se compter typiquement en années-lumière, même dans les galaxies, qui comme vous le savez sont des surdensités d'étoiles, donc même dans les galaxies, la distance entre les étoiles se compte en années-lumière, tandis que la taille des étoiles est totalement dérisoire par rapport à cette grandeur. Ce qui signifie qu'à l'échelle des étoiles, l'espace est essentiellement vide. Et ça, je crois que c'est doublement vertigineux, parce qu'à l'échelle des étoiles, l'espace est vide, mais à l'échelle microscopique, l'espace est vide aussi, n'est-ce pas? Vous savez que la distance entre le noyau d'un atome et l'électron est beaucoup plus grande que la taille du noyau. Donc même là où il y a de la matière,
la matière est essentiellement composée à 99,99% au moins de vide, mais à l'échelle du macrocosme, c'est vrai aussi. Donc nous sommes doublement constellés de vide. D'accord ? Bon, pourquoi est-ce que ça s'arrête à 100 années-lumière ? Deux possibilités. Soit c'est parce qu'il n'y a rien au-delà de 100 années-lumière, et on a trouvé le bout de l'univers, soit c'est parce que la technique ne fonctionne plus. Comme vous pouvez l'imaginer, la raison pour laquelle ça s'arrête à 100 années-lumière est de nature technologique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'étoiles au-delà, c'est simplement parce que pour des étoiles qui sont à environ 100 années-lumière de nous, les angles alpha sont tellement petits qu'on ne peut plus les mesurer. Donc la limite de cette approche n'est pas une limite intrinsèque due à la taille du système étudié, le cosmos, d'accord ? C'est, si vous voulez, une limite extrinsèque due à la technologie qui est utilisée. Donc, si nous sommes cosmologistes et que nous souhaitons connaître la taille du cosmos, il nous faut recourir à une autre méthode pour aller au-delà de celle-ci. Allons-y. Méthode des céphéides. Méthode des céphéides. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, quoique encore fort simple. Donc il va falloir se concentrer. Oui, donc céphéide, ça veut dire étoile de type Céphée. Céphée étant la première étoile variable identifiée. Bon, on a déjà trop parlé de mythologie, donc je résiste au désir de vous raconter l'histoire de Céphée. Mais enfin, à la fin, il faut sacrifier la fille, quoi, comme toujours. Mais ça se finit bien cette fois. Bref, Céphée est donc le nom qui fut donné à une étoile variable. Je vais vous expliquer le lien entre la variabilité et la distance. Il est assez simple. Imaginez qu'à l'œil nu, comme ça, à 100 mètres, on veuille estimer, dans l'obscurité, la distance à laquelle nous nous trouvons d'une bougie allumée. Sans mesure. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise évidemment l'éclat. Si l'éclat est aveuglant, c'est que la bougie est à quelques centimètres de notre œil. Si l'éclat est moyen, c'est qu'elle est à quelques mètres. Si l'éclat est très faible, c'est qu'elle est à une centaine de mètres. La quantité de lumière reçue par notre œil est évidemment une manière de mesurer la distance à laquelle se trouve une bougie. Nous sommes d'accord ? Eh bien, on va faire pareil avec les étoiles. On va se dire que quand une étoile est faiblement brillante, c'est qu'elle est loin. Et que quand une étoile est fortement brillante, c'est qu'elle est proche. Mais, il y a un petit problème, et vous l'imaginez tout de suite le problème, c'est que la circonstance est dégénérée. Ce qu'on appelle dégénéré en physique, ce n'est pas des négatifs, ça signifie qu'il y a plusieurs situations physiques différentes qui conduisent à la même situation observée. D'accord ? Donc ça veut dire quoi dégénéré ? Ça veut dire que quand vous voyez une étoile, vous ne pouvez pas savoir si elle est très lointaine et très lumineuse ou proche et faiblement lumineuse. Ça ferait la même chose, n'est-ce pas ? Pourquoi dans l'exemple de la bougie ça marchait ? Parce qu'à peu de choses près, toutes les bougies ont le même éclat, à peu de choses près. Donc à partir de l'éclat de la flamme, vous savez si la bougie est loin ou proche. Mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Loin s'en faut, très loin s'en faut. Donc l'observation de la luminosité reçue, d'accord, ne permet de déterminer la distance que si vous connaissez la luminosité émise. C'est clair ou pas ? Si vous connaissez le nombre total de photons émis, photons, grains de lumière, vous connaissez le nombre total de photons émis, et vous savez combien de photons arrivent sur votre télescope, c'est gagné. Vous pouvez immédiatement connaître la distance. Mais si vous ne connaissez que le nombre de photons touchant le télescope, c'est insuffisant. Nous sommes d'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut recourir par les étoiles variables. Parce que les étoiles variables nous donnent des indices de la luminosité émise. Alors, je ne rentre pas du tout dans le détail, je vous fais juste sentir le phénomène, ou plus exactement, la démarche, d'accord ? Qualitativement. Donc une étoile variable, c'est une étoile dont le flux
varie périodiquement en fonction du temps. Voilà, on observe ça. Voilà l'intensité émise et reçue de l'étoile en fonction du temps. Et ce qu'on nomme période, c'est l'intervalle de temps séparant deux maxima ou deux minima successifs de cette sinusoïde. Voilà une étoile variable. Quel est l'intérêt? C'est le suivant. La valeur de la période de variabilité est corrélée à l'intensité d'émission de l'étoile. Pour le dire de façon très caricaturale, très inexacte, mais qui permet quand même de sentir le phénomène. Vous voyez bien que pourquoi cette étoile, elle varie? Parce qu'elle rebondit. Elle rebondit sur elle-même, évidemment, pas sur la table. Elle rebondit sous son propre poids, elle se contracte, elle se dilate. Elle se contracte, elle se dilate. C'est là l'origine de la variabilité. Mais vous savez bien que les modes propres de vibration d'un objet dépendent de leur composition physique. Vous avez tous remarqué que les cordes aiguës sont plus courtes que les cordes graves sur un piano. Et aussi moins grosses. Il y a une corrélation entre les fréquences propres de vibration des objets et leur taille. Donc, en première approximation, la fréquence de vibration d'une étoile que je vois me renseigne sur sa taille, qui me renseigne sur la luminosité émise. Comme par ailleurs, je mesure la luminosité reçue, je peux en déduire la distance. Si l'étoile n'est pas variable, à ce moment-là, vous n'avez aucune idée de sa taille, donc aucune idée de la luminosité émise. Vous avez compris l'astuce? Peut-être je résume en 2 phrases au tableau. La période, d'accord, de variation est corrélée à la luminosité émise par l'étoile variable de type Céphéi. La période de variation est corrélée à la luminosité émise. Donc, connaître la période T permet de connaître la luminosité émise. Mais le rapport luminosité émise divisé par luminosité détectée renseigne immédiatement sur la distance. Si vous êtes à une distance R et que vous avez un détecteur de taille S, le rapport des luminosités sera donné par S sur 4πr². Donc, il est possible de mesurer, d'estimer la distance pour ce type particulier d'étoile. Ok ? La période est corrélée à la luminosité émise, donc connaître la période permet de connaître la luminosité émise, mais le rapport luminosité émise sur luminosité détectée renseigne évidemment sur la distance, c'était l'idée avec la flamme de bougie, d'accord ? Et la luminosité détectée, je la connais. Donc je connais le numérateur grâce à la période, je connais le dénominateur grâce à mon télescope, donc je connais le rapport, donc je peux estimer la distance. Bon, on fait à la hache. J'étais il n'y a pas très longtemps rapporteur d'un jury d'habilitation à diriger des recherches sur les céphéides. Je vous assure que les gens ne font pas du tout comme ça en réalité. C'est des modèles extrêmement compliqués d'évolution stellaire avec un très grand nombre de paramètres libres qui sont ajustés. Ce que je vous donne là, c'est la saveur, d'accord, de la méthode. C'est évidemment pas le détail du calcul. C'est l'idée. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup des étoiles variables? Oui et non. Oui et non. En proportion, c'est une faible minorité des étoiles de la galaxie, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on dispose d'un échantillon non négligeable et représentatif. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, il y a un effet d'échelle extraordinaire. On observe par cette méthode des étoiles jusqu'à environ
millions d'années-lumière. Ce qui mérite un point d'exclamation. On observe des étoiles jusqu'à environ 1 million d'années-lumière. L'univers est immense. Ce sont des valeurs absolument inhumaines, déraisonnables. Il faut vraiment garder en tête les rapports, d'accord ? Distance Terre-Soleil, en gros 8 minutes-lumière. C'est loin déjà le Soleil, hein. C'est très très loin le Soleil. Vous savez le temps que mettent les sondes qu'on envoie à des vitesses prodigieuses par rapport aux vitesses terrestres vers le Soleil pour arriver jusqu'à lui. C'est des années, c'est très loin le Soleil. La lumière met 8 minutes. Et là on parle d'objets qui sont dans un rapport de 1 million d'années par rapport à 8 minutes. Donc vous voyez que le Soleil est évidemment collé à nous à l'échelle cosmologique. Mais évidemment la question centrale c'est: est-ce qu'on s'arrête à 1 million d'années-lumière parce que nous avons enfin atteint le bord de l'univers, le bout de l'univers, ou est-ce qu'on s'arrête à 1 million d'années-lumière parce que la méthode ne marche plus? Et comme vous vous en doutez, la réponse est que la méthode ne marche plus. Pourquoi la méthode ne marche-t-elle plus? Tout simplement parce qu'une étoile, quand c'est trop loin, vous ne la voyez plus. C'est lumineux une étoile, c'est très lumineux une étoile. Mais une seule étoile située à 1 million d'années-lumière, ça commence à envoyer un nombre de photons sur votre télescope qui est minuscule. Et si l'étoile, vous ne la détectez pas, vous ne risquez pas ni de mesurer sa période, ni de détecter son flux mesuré. D'accord? Alors vous pourriez me dire, ça va s'améliorer? Oui, ça va s'améliorer. Quand on va gagner un facteur 3 sur la taille des télescopes, ce qui va se faire bientôt, en passant de la classe des 10 mètres actuelle à la classe des 30 mètres, on va augmenter la surface de collection et on verra un peu plus loin. Mais on verra un peu plus loin. D'accord? Ça ne va pas changer de plusieurs ordres de grandeur la distance de détection. Ça va? Bon. Donc, si on veut vraiment être de bons cosmologistes, il faut trouver une troisième méthode qui permette d'aller plus loin et d'outrepasser les limites des céphéides. Alors, allons-y. C'est celle qui est en fait utilisée en cosmologie, qui est réellement utilisée en cosmologie que je vous montre maintenant. Eh bien, c'est la méthode du redshift, ou décalage spectral vers le rouge. Redshift ou décalage spectral vers le rouge. Bon. L'idée est la suivante. Dans un milieu en expansion, la vitesse de séparation de deux points est d'autant plus grande que leur distance est grande. Alors je sais d'expérience que ce que je dis là paraît évident à certains et assez obscur à d'autres. Donc je vais détailler un peu. Je le redis une dernière fois. Dans un milieu qui est en expansion, la vitesse à laquelle deux points se séparent l'un de l'autre est d'autant plus grande que les deux points considérés sont loin l'un de l'autre. Si ça ne vous paraît pas évident, vous dites non, en fait, il me semble que la vitesse devrait être la même, quelle que soit la distance, pensez à l'expérience la plus évidente et la plus élémentaire possible, un élastique. On prend un élastique, puis on fait des graduations, tous les millimètres, d'accord? Puis après, vous tirez sur l'élastique comme ça, d'accord? Vous voyez bien que les points extérieurs de l'élastique, les points qui sont loin, vont se déplacer évidemment exactement à la même vitesse que vos mains. Donc si vos mains, comme ça, se déplacent à 10 cm par seconde, évidemment, les points diamétralement, opposés de l'élastique s'écartent aussi à 10 cm par seconde. Mais vous imaginez bien que les deux points distants d'1 millimètre, pendant ces 10 secondes, eux, ils se seront écartés d'à peu près 1 millimètre. Pas de 10 cm, bien sûr. Sinon, votre élastique, il serait devenu kilométrique, là. D'accord? Donc vous voyez bien que les points qui sont proches, imaginez, voyez, je vais être plus clair encore, j'espère. Si vous faites doubler la longueur de l'élastique, toutes les distances doublent, voilà, d'accord? Les distances doublent. Les deux points extrêmes sont écartés, ils étaient à 10 cm, ils sont à 20. Les points qui étaient à 1 mm sont maintenant à 2. Et comme la vitesse est la distance divisée par le temps, évidemment, la vitesse d'expansion pour les points distants
est plus grande que la vitesse d'expansion pour les points rapprochés. Donc, et c'est ça l'idée, et c'est ce qu'on utilise de facto aujourd'hui en cosmologie physique, pour estimer les distances, je vais utiliser les vitesses. Quand un objet s'éloigne vite de la Terre, cela signifie qu'il est éloigné de la Terre. Et la question corrélative immédiate, c'est oui, mais comment connaître les vitesses? Et c'est ça qui est magnifique. Nous disposons d'une méthode très simple, très efficace et très précise pour déterminer les vitesses. C'est ce qu'on nomme l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, je crois qu'on en est tous familiers dans le domaine du son. C'est-à-dire que vous avez entendu qu'une voiture qui vient vers nous très vite, on entend le son de son moteur un peu plus aigu, ou la sirène des pompiers, on l'entend un peu plus aigu, et quand elle s'éloigne, on l'entend un peu plus grave. Et c'est dans un circuit de Formule 1, là, enfin moi j'ai jamais été voir ces conneries, mais c'est ce qu'on entend, je le fais bien. Ce bruit-là, qu'au départ c'est décalé vers l'aigu quand la voiture vient vers nous, et après c'est décalé vers le grave quand la voiture s'éloigne de nous. Vous voyez pourquoi? Si vous voulez, je vous le dessine. Quand on fait un petit dessin, on voit tout de suite pourquoi. Hein. Vous avez une voiture qui émet des ondes, une voiture ou n'importe quoi, d'accord? Donc la première onde, elle a été émise ici. Vous attendez un petit peu. Le front d'onde, il est là. Donc vous avez une onde qui s'est propagée comme ça. Puis quand la voiture est ici, votre voiture émet une onde qui est centrée sur le deuxième point. Donc ça vous fait un cercle qui est comme ça. Puis quand votre voiture est là, elle émet une onde qui est centrée sur le troisième point. Ça vous fait un cercle comme ça, etc. Et donc vous voyez que si vous êtes devant la voiture, vous êtes ici. Vous voyez des ondes qui ont une période qui est petite, c'est-à-dire une fréquence qui est élevée, c'est-à-dire aiguë, mais que si au contraire vous êtes de l'autre côté de la voiture et que vous regardez ici, vous avez des ondes qui ont une période qui est beaucoup plus grande, donc une fréquence qui est plus grave, donc une fréquence qui est plus basse, pardon, donc un son qui est plus grave. Donc vous voyez que quand une voiture se déplace, d'accord, selon que vous êtes du côté où elle va ou du côté opposé, vous allez entendre un décalage vers l'aigu ou vers le grave. Le même phénomène existe avec la lumière, puisque la lumière est une onde. Donc en mesurant le décalage de la fréquence de l'onde par rapport à la fréquence d'émission, je peux inférer la vitesse de la source. D'accord? Comment on fait ça? Ou pour dire la même chose, on veut mesurer un décalage en fréquence. Donc il faut connaître la fréquence d'émission. Oui, mais ça tombe bien. On peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'univers des éléments qui ont des vraies caractéristiques d'émission. C'est-à-dire qu'on sait que tel objet physique va émettre un pic exactement à telle fréquence. Et on le mesure au laboratoire, ici, sur Terre. Et donc si on mesure expérimentalement, en regardant une galaxie lointaine, un pic qui a une fréquence légèrement décalée, on voit la variation de fréquence, donc on en déduit la vitesse. Comment on sait que ce n'est pas son pic de base à lui? Alors, comment on sait que ce n'est pas son pic de base à lui? Simplement parce que l'hypothèse de base de la physique, c'est que les lois sont les mêmes partout. C'est-à-dire que si le fer, émet ici à x longueur à une fréquence x, il émet aussi une fréquence x dans une galaxie lointaine. Peut-être que l'objet est immobile et qu'il nous envoie son pic à lui et qu'on croit qu'il est en mouvement et que son pic est décalé. Non mais on le voit, c'est-à-dire que si tu veux, voilà typiquement, regarde, voilà un spectre, donc un spectre c'est la mesure de l'intensité, d'accord, en fonction de la fréquence. Donc imagine que tu as un certain élément, d'accord, qui donne un spectre comme ça. Alors ça c'est le spectre qu'on mesure au laboratoire. Et qu'est-ce qu'on observe en astrophysique? Ça. C'est exactement le même spectre, mais à chaque fois avec un petit chiffre. Alors évidemment, mon dessin n'est pas parfait, hein, ça devrait être le même décalage pour chacun des pics, où tu vois que toutes les features caractéristiques du spectre sont là aussi, mais sont légèrement décalées d'une valeur delta F. Ça pourrait pas être un élément orange qui envoie ce spectre-là. Il se trouve que les éléments, on les connaît tous. Ouais, il n'y en a pas deux trucs qui se ressemblent et juste décalés l'un de l'autre. Il peut y avoir des cas très particuliers où il y a des dégénérescences. Dans ces cas-là, on utilise d'autres éléments. Mais essentiellement, tu sais, les étoiles sont faites de la même chose partout. Donc on sait très bien quels sont les éléments présents dans les étoiles, dans les galaxies, dans les atmosphères d'étoiles. Donc on reconnaît même très en détail les pourcentages, les abondances relatives des différents éléments, et on retrouve évidemment exactement le même décalage sur chacun des éléments présents. Donc je résume la méthode, d'accord? L'effet Doppler. L'effet Doppler.
permet de connaître la vitesse d'éloignement d'un corps par rapport à celui qui le mesure. L'effet Doppler, c'est ça, ce décalage de fréquence. OK ? Mais, dans un milieu en expansion, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vitesse est liée, et même proportionnelle dans une certaine limite, à la distance. V égale h fois d. V, c'est la vitesse, c'est ce que vous mesurez par effet Doppler. Et d, c'est la distance à laquelle se trouve l'objet qui vous intéresse. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. C'est la valeur de proportionnalité entre les deux. Donc, par effet Doppler, vous connaissez V, et cette relation vous permet de trouver D. C'est ce que vous vouliez. Vous pouvez mesurer des distances. D'accord ? Donc, deux éléments dans la réflexion. Je le redis une dernière fois. Le premier élément qui est structurel, qui nous dit que dans votre milieu en dilatation, il y a proportionnalité entre la vitesse et la distance. Je cherche la distance, c'est la question qu'on se pose. Donc, si je mesure la vitesse, j'ai la réponse. Or, la vitesse, je peux la mesurer à partir du décalage de fréquence de la lumière, parce que l'effet Doppler relie la variation fréquentielle à la vitesse d'éloignement de la source par rapport à l'observateur. Alors, vous pourriez objecter, comme tout à l'heure d'ailleurs, qu'il faut étalonner la relation. Comment on connaît H ? Oui, vous avez raison. Il faut un recouvrement entre les méthodes. C'est-à-dire que la méthode des céphéides, par exemple, a été étalonnée à partir d'objets dont on connaissait la distance. On a pu valider la méthode et l'utiliser au-delà. Et de même, on doit étalonner ce genre de méthode sur des objets dont on connaît par ailleurs la distance, ce qui permet de connaître cette constante de proportionnalité et ensuite de l'utiliser de façon adéquate et à peu près non controversée. Il y a eu une longue histoire de la réflexion sur la valeur de la constante de Hubble qui a quand même varié presque d'un facteur 2 dans ses estimations en fonction de l'époque à laquelle elle a été mesurée. Le Hubble Space Telescope a permis de la mesurer avec une précision meilleure que 10%, ce qui était pas mal, et le satellite Planck a encore amélioré la mesure et on peut considérer qu'on la connaît aujourd'hui avec une précision de l'ordre de 2%. Donc c'est quand même quelque chose qui est très bien déterminé. D'accord ? Alors historiquement, c'était assez marrant. Il s'est passé qu'une jeune étudiante de l'observatoire de l'université de Cambridge étudiait comme ça les décalages en fréquence d'un certain nombre d'objets. Et puis, d'après la légende, son maître de thèse, pas très sympa, lui avait filé ce qu'on appelle le troisième catalogue, le catalogue 3C, troisième catalogue de Cambridge, dans lequel se trouvaient des objets pas particulièrement excitants. Donc c'était un travail assez répétitif. Et puis elle est tombée sur un spectre qui, comme peut-être un peu dans la lignée de ce que tu suggérais, avec un spectre qui ne correspondait à rien de connu. Donc la possibilité qui a été alors envisagée était que peut-être il y avait en effet dans l'univers des éléments nouveaux que nous n'avions pas identifiés sur Terre, ce qui aurait été une découverte absolument révolutionnaire, parce que c'est quand même la base de la physique, c'est que la physique est la même partout. Et si la physique n'est plus la même partout, et si les constituants fondamentaux de la matière ne sont plus les mêmes partout, c'est toute la visée universelle du geste des sciences dures qui s'effondre. Ce qui est possible, hein, ce qui est possible. Il faut rester ouvert à cette possibilité, mais ça serait quand même une révolution majeure. Donc avant d'en venir à la révolution majeure, les gens ont regardé plus en détail. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Que si, c'était bien le spectre d'un élément connu. Sauf qu'il était tellement décalé qu'on ne l'avait pas reconnu. C'est-à-dire que d'habitude, les décalages c'était quelques pourcents, et là on avait un spectre, disons le spectre initial était comme ça, et le spectre mesuré, en fait, il était comme ça. Donc le décalage était tellement gigantesque que les gens n'avaient pas reconnu qu'il s'agissait bien du spectre initial. Ça veut dire quoi ? Si le décalage est gigantesque, ça veut dire que la vitesse est gigantesque. Donc ça veut dire que la distance est gigantesque. Cette méthode permet de mesurer des objets jusqu'à environ 10 milliards d'années-lumière. Ce qui mérite 2 points d'exclamation. On observe des distances, des vitesses tellement grandes, associées à des décalages spectraux tellement grands,
qu'on peut mesurer des distances qui sont de l'ordre de 10 milliards d'années-lumière. Oui? Le redshift, c'est pas par rapport à la longueur d'onde? Oui, le redshift, c'est par rapport à la longueur d'onde, c'est ce que je viens de dire. Si, si, ah, mais la fréquence, c'est pareil, c'est l'inverse de la longueur d'onde. C'est la même chose, hein, d'accord? Si tu as une onde lumineuse de fréquence f, c'est qu'elle a une longueur d'onde lambda qui est c sur f. Donc il y a une correspondance totalement bijective entre les deux. D'accord? Bon. On doit donc maintenant se poser la question habituelle. Est-ce que on s'arrête à 10 milliards d'années-lumière parce qu'il n'y a plus rien à voir? Ou est-ce qu'on s'arrête à 10 milliards d'années-lumière parce que la méthode ne marche plus? Et non, cette fois la réponse est différente. Il semble qu'il n'y ait plus rien à voir. N'en déduisez pas trop vite que l'univers est fini et que nous avons atteint le bout de l'univers. La réponse est plus subtile que ça. La réponse qui va nous permettre de comprendre pourquoi, au-delà d'une certaine distance, on n'observe plus d'objets, va nous demander de cheminer avec la théorie d'Einstein. Mais ce que vous sentez déjà, même sans être encore en mesure de le formaliser, c'est qu'à des distances de l'ordre de 10 milliards d'années-lumière, il se passe quelque chose de particulier. Allez, pour des raisons pédagogiques, je vais quand même vous donner un élément de réflexion sur une ébauche de solution. Je ne suis pas forcément en train de dire que l'univers a une taille finie, c'est très important ça. Mais pensez à la vigile qui est en haut du mât d'un bateau. Donc vous avez la Terre, puis vous avez un bateau, puis vous avez la vigie qui est en haut du mât d'un bateau. Si elle regarde à l'œil nu, elle va voir les autres bateaux à une distance raisonnable. Si elle prend une longue vue, elle va voir plus loin. Et elle va voir des bateaux qu'elle ne pouvait pas voir à l'œil nu. Mais après, imaginez qu'elle prenne une longue vue parfaite, infiniment puissante. Ça ne va plus beaucoup l'aider au bout d'un moment. Parce qu'une fois qu'elle est là, en haut de son mât, elle va pouvoir voir ici, sur cette partie-là de la Terre. Mais si elle est ici, en rade de Brest, elle ne pourra jamais voir un bateau qui est à New York. Même si sa longue vue est infiniment puissante. Pourquoi? Parce qu'il y a un horizon. Il y a un effet d'horizon pour la vigie. D'accord? Ce n'est plus un problème de puissance de longue vue, c'est un problème de ce que la Terre est ronde. Et que quand un bateau est là, vous ne le verrez jamais depuis un bateau qui est là. C'est impossible. C'est un peu, on va spécifier plus tard, la même chose qui advient en cosmologie. Il y a des effets d'horizon qui font que, indépendamment de la puissance des télescopes, il n'est pas possible de voir arbitrairement loin. Et bien sûr, et c'est pour ça que j'en parle en introduction au modèle du Big Bang, ces effets d'horizon sont corrélés à des effets d'âge. C'est parce que l'univers a eu un début, c'est parce qu'il y a eu Big Bang, que ce genre de choses apparaissent. Alors, ces mesures, au-delà du concept, c'est l'enfer. La difficulté expérimentale et théorique est immense. Tiens, à propos d'enfer, oui, très bien, il est 6 heures. Allez, pause. 2 minutes de pause. Offerte. Vous avez lu La saison en enfer? Non? Il faut lire ça jeune. Il ne faut pas lire Rimbaud à 40 ans, ça ne peut pas marcher. Il faut le lire maintenant, c'est déjà un peu tard. Allez, je vous donne l'introduction au petit break avant de revenir aux choses sérieuses. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les cœurs s'ouvraient, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Je l'ai injuriée, je me suis enfui, je me suis armé contre la justice. Ô misère, sorcière, haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étouffer, je fis le bon sourd et la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre les crosses de leurs fusils, j'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu, je me suis couché dans la boue
je me suis séché à l'ère du crime, et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, ayant été dernièrement sur le point de faire le dernier couac, je songeais à retrouver la clé de l'ancien festin auquel je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clé. Ah, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Yen, tu resteras sur écrit le démon qui me couronna de si aimables pavots, mais gagne la mort. Toi, tes appétits, ton égoïsme, tes péchés capitaux. Ah, cher Satan, j'en ai trop pris. Mais de grâce, une prunelle moins irritée, et vous qui aimez, chez l'écrivain, l'absence de facultés descriptives et instructives, en attendant les quelques petites lâchetés en retard, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Bon, c'était une libre interprétation à partir du texte original. Hein. Donc, lisez le texte original. Ça va? On s'enfonce dans les ténèbres du Big Bang? Un peu plus? Allez, c'est parti. Donc, grand 2, arguments expérimentaux ou observationnels. Bien, je voudrais commencer par revenir juste un instant sur ce que je vous disais en introduction à propos des ondes gravitationnelles et de la théorie d'Einstein et du fait que les théories physiques ne sont pas prouvées ni prouvables. C'est la même chose, hein. Ne me demandez pas si on a prouvé le modèle du Big Bang. La réponse est non, évidemment, comme n'importe quel autre modèle. Nous n'avons pas prouvé le modèle du Big Bang. Ni plus ni moins qu'aucune autre proposition scientifique. Il n'en demeure pas moins que le modèle du Big Bang est de loin la meilleure théorie dont nous disposons et que son niveau de crédibilité est tel qu'il est probable, ça je ne peux pas en être certain, qu'il sera amélioré mais probablement pas, vraisemblablement pas, entièrement effondré. Et c'est comme la rotondité de la Terre. Bon, certes, en science, on peut toujours douter, on peut toujours se dire peut-être qu'un jour on remettra en question ce qu'on a dit. Mais enfin, quand même, on peut collectivement convenir qu'il est peu probable qu'on revienne à une Terre plate. N'est-ce pas? Et que les créationnistes me pardonnent, je dirais la même chose pour la théorie de l'évolution. On peut toujours douter de tout, mais enfin, remettre en cause les bases de la théorie de Darwin, c'est un peu comme dire que la Terre est plate. On a le droit de le dire, mais c'est pas vrai. Donc, voilà, le Big Bang, dans ses grandes lignes, fait partie des corpus, des paradigmes, c'est-à-dire des images du monde extraordinairement fiables. Je n'ai pas un argument choc, unique, décisif. Comme n'importe quel renversement de notre rapport au réel, ça se joue à partir d'un faisceau d'indices, d'un faisceau de présomptions qui vont nous conduire à cette image nouvelle. D'accord? Alors le premier point que je voudrais mentionner, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Olbers. O-E-L-B-E-R-S. Paradoxe de Olbers. J'aime beaucoup ce paradoxe parce que c'est super simple. Ce paradoxe n'est pas vraiment un argument pour le Big Bang. C'est un argument pour montrer que l'image simple et naïve d'un univers éternel, statique et infini ne marche pas. Et c'est aussi souvent comme ça qu'on procède en science. Vous voyez, vous avez deux modèles concurrents. Ceux qui jouent contre un modèle jouent pour l'autre. D'accord ? Tenter de valider un modèle, c'est aussi montrer que les modèles concurrents ne fonctionnent pas. D'accord ? Donc là, on va prendre la vision presque évidente quand même, celle à laquelle l'ensemble de nos prédécesseurs croyaient,
avant l'avènement des mesures du début du XXe siècle et de la relativité d'Einstein, à savoir un univers infini. Oui, comment l'univers pourrait-il avoir un bord? Éternel? Bah oui. Comment l'univers pourrait-il avoir un début? Et statique. Statique, ça veut dire qu'en moyenne, il n'évolue pas. Alors, tout le monde sait qu'une étoile peut apparaître et disparaître, n'est-ce pas? Qu'un étudiant peut naître et même mourir. Si. Mais l'univers, globalement, doit être dans un état stationnaire. C'est l'hypothèse la plus raisonnable qu'on peut faire, puisqu'il a eu un temps infini devant lui pour évoluer. Donc supposons un univers éternel, infini et statique, sans évolution majeure. J'insiste, et croyez-moi, et faites l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, l'expérience de remise à zéro conceptuelle, et vous verrez que c'est le modèle normal, c'est le modèle évident, c'est le modèle standard, c'est le modèle de l'intuition, et presque de la raison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on invoque la raison. La raison a presque toujours tort, et la déraison plus encore. Vous voyez, ce n'est pas un critère discriminant, la raison. Si c'est travailler bien, soigneusement, consciencieusement, rigoureusement, évidemment, oui, tout le monde est pour ça. Mais qualifier une posture étrange de déraisonnable, ça ne la disqualifie pas, parce que finalement, toutes les révolutions ont été déraisonnables, du point de vue de l'ancien monde. Donc il faut être prudent et suffisamment aventureux pour autoriser des révisions dans le paradigme. C'est cet équilibre instable et dangereux qui est le fondement de la démarche scientifique. D'accord? Donc, j'espère que vous êtes d'accord que ceci est ce que nous aurions tous dit si nous n'avions pas déjà trouvé quelques informations sur le Big Bang. Et ça, je vous montre en 2 minutes que ce n'est pas possible. C'est très beau en fait, hein. C'est très beau de voir que cette image évidente est évidemment fausse. Alors comment ça marche? Nous sommes là. Et nous ouvrons les yeux. Et nous voyons donc un cône d'univers. Voilà la partie de l'univers qui correspond à l'ouverture angulaire de notre pupille, ou de notre télescope, ou de notre appareil photo. Alors c'est tridimensionnel, hein, ça c'est un cône myco, d'accord? Pas un triangle, hein, c'est un cône. Enfin myco, ou pas forcément myco, hein, je suis d'accord avec vous. On va pas faire de pub à ces grands méchants là, comment ils s'appellent? Enfin, on n'a pas envie de les aider ceux-là, quoi. Alors comment on fait? On est là et on regarde. Et on a des étoiles dans tout ça. Et on va considérer une petite calotte sphérique. Donc quelque chose comme ça. Voilà. Qui est à une certaine distance de chez nous. Par exemple, une distance B1. Et puis qui a une certaine épaisseur, qui vaut ce qu'elle vaut. On s'en fiche. Et on va se demander quelle est la quantité de lumière qui parvient sur notre œil en provenance des étoiles contenues dans cette calotte sphérique. La question est claire, d'accord? J'ai un certain nombre d'étoiles là-dedans, d'accord? Ces étoiles émettent de la lumière, et je détecte une quantité de lumière qui vaut quelque chose sur mon œil. Combien vaut cette quantité de lumière? J'en sais rien. Ça dépend du nombre d'étoiles, de la luminosité des étoiles, de plein de choses que je ne suis pas du tout capable d'estimer comme ça à la louche dans un amphi. Mais il me suffit de savoir que ça vaut quelque chose. Pourquoi? Parce que maintenant, je prends une deuxième calotte sphérique, qui est plus loin, mais qui a la même épaisseur. D'accord? Elle a la même épaisseur que la première, mais elle est à une distance supérieure des deux. Et là, écoutez-moi bien, le raisonnement est très beau. Et je me pose la même question. Quelle est la quantité de lumière qui atteint mon œil en provenance de cette seconde calotte sphérique? Alors regardez pourquoi c'est très beau. Parce que chaque étoile qui est ici présente est plus loin que chaque étoile qui est ici présente. Donc l'intensité lumineuse induite par chaque étoile qui se trouve dans cette calotte est plus petite. Bon, je dis un truc évident, quoi, hein. C'est plus loin, donc il y a moins de lumière qui arrive jusqu'à mon œil. Ça varie comment ça? Ça varie comme 1 sur r carré. C'est le facteur de dilution géométrique. Donc ça varie comme l'inverse du carré et de la distance. Mais vous voyez que dans cette calotte-là, il y a plus d'étoiles. Elle est plus grosse que l'autre, n'est-ce pas? Ça se voit à l'œil nu.
cette calotte-là est moins grande que celle-là. Donc ici, j'ai plus d'étoiles. Et j'en ai combien de fois plus? Bah, c'est juste un effet géométrique, et ça varie comme r carré, puisque c'est une surface. Ah. Chaque étoile envoie moins de lumière, et ça varie comme 1 sur r carré, mais le nombre d'étoiles augmente comme r carré. Ça se compense exactement. Ça signifie que si l'univers est homogène, la contribution de cette coquille-là est exactement la même que la contribution de cette coquille-là, et que de celle-là, et que de celle-là. Donc je n'ai même pas besoin de savoir la quantité de lumière émise par chaque coquille. Pourquoi? Je dois faire une infinité de fois, si l'univers est infini, je dois faire une infinité de fois le même nombre. Ça fait combien? Ben, ça fait l'infini, quel que soit le nombre. Oui, sauf 0, mais ce n'est pas 0, puisqu'il y a de la lumière émise. Vous avez compris l'idée? Chaque coquille, si vous voulez, envoie sur Terre un flux que j'appelle S. S pour la première coquille, plus S pour la deuxième, plus S pour la troisième, et ainsi de suite. Mais si j'ai une infinité de coquilles, quelle que soit la valeur de S, si je l'ajoute une infinité de fois, ça forcément ça tend vers l'infini. Donc le flux reçu ici sur mon œil, en provenance de l'univers, doit être infiniment grand. Mais en fait, dès qu'on veut travailler avec l'infini, il n'y a pas de réponse à part pousser l'infini. N'allons pas trop vite en besogne, cher ami. Je reviens là-dessus. Non, mais c'est une bonne question, mais on va y revenir. Pour les matheux, les autres peuvent faire 10 secondes de pause. Pour les matheux, il suffit de dire que le flux détecté, d'accord, c'est quoi? Ben, c'est proportionnel, évidemment, à l'intégrale sur un volume infini de 0 à l'infini, fois le flux individuel émis par une étoile, multiplié par la surface du détecteur, divisé par 4pi r carré, multiplié par l'élément d'angle solide, qui va être 4pi r carré dr. Les r carrés se simplifient, j'ai dr à intégrer entre 0 et l'infini, et ça tend vers l'infini. Ceux qui ne sont pas matheux peuvent oublier l'intégrale, elle ne dit rien d'autre que ce que j'ai dit avant. D'accord ? La contribution de chaque coquille est la même. Comme j'ai une infinité de coquilles, je dois avoir un flux infini. Alors, pour reprendre ta question qui dit dès que j'ai l'infini, je ne peux rien dire, ça dépend. Hein. Si le nombre d'étoiles, par exemple, diminuait avec la distance, ou s'il y avait des effets d'absorption ou ce genre de choses, on pourrait avoir un résultat fini. Ce que je dis, c'est que si l'univers est infini, éternel, parce que même si la vitesse de la lumière est finie, je veux pouvoir regarder infiniment loin, et statique, ce qui veut dire que dans les couronnes qui sont loin, il y a en moyenne la même quantité d'étoiles que localement, et j'aurais même pu ajouter homogène, ce qui est la vision naïve, je dis que ça, c'est exclu. Alors une objection à ça que peut-être vous avez en tête, et qui fut faite, c'est que l'espace n'est peut-être pas transparent, et que la lumière est absorbée, et qu'en réalité c'est uniquement pour ça qu'on ne voit pas un flux infini. Alors ça ne marche pas. Parce que si l'espace est rempli d'absorbants, ce qui n'est pas du tout idiot comme idée, eh bien si on attend suffisamment longtemps, l'absorbant va se mettre à l'équilibre thermodynamique et va donc re-rayonner de la lumière. Il est impossible qu'un absorbant absorbe une quantité infinie de lumière au cours du temps sans chauffer. S'il absorbe de l'énergie, il chauffe. Mais s'il chauffe, vient un moment où il réémet. Donc c'est impossible d'avoir un absorbant opaque pendant un temps infini. D'accord ? Donc c'est pas possible. On ne chauffe pas l'explication en disant simplement que le milieu interstellaire n'est pas transparent. Ça ne résout pas le problème. Donc ça, ce n'est pas la preuve du Big Bang. C'est simplement la preuve qu'une vision bête et méchante d'un univers simple n'est pas en accord avec ce qu'on voit en sortant le soir. Et savez-vous qui a eu l'intuition de la solution à ce problème ? Non, c'est pas Emmanuel Kant cette fois. Suffit Emmanuel Kant. On a assez parlé comme ça. Vous savez pas qui c'est ? C'est Edgar Poe, l'écrivain. Très bien Edgar Poe aussi, hein. Romantisme américain, très intéressant Edgar Poe. C'est pas que des histoires policières, hein. C'est beaucoup plus que ça, c'est de la vraie littérature. Et c'est intéressant de lire. Vous savez qu'il a été traduit par Baudelaire en français. Et lu par Lacan par exemple. Et ensuite Derrida lit Lacan, lisant Baudelaire, lisant Poe. Là ça devient intéressant. Interrogation sur la vérité. Le facteur de la vérité, l'oubli de la scène de l'écriture. Lisez La lettre volée, par exemple. Très beau texte. Bon. Deuxième argument.
La récession des galaxies. Alors ça, quand même, c'est l'argument fort. Hein. Bon, je vais le donner maintenant. Certes, ce n'est pas une preuve, mais ça s'en approche. La récession des galaxies, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on observe que chaque galaxie s'éloigne de chaque autre. Comme image d'un monde en explosion, mettez autant de guillemets que vous voudrez pour le caractère approximatif de cette image, mais quand même, du point de vue de l'idée d'un monde en explosion, le fait que chaque point s'éloigne de chaque autre, vous m'accorderez que c'est quand même pas mal. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un critique d'art, très érudit, qui me disait « mais finalement, votre modèle du Big Bang, là, ce n'est qu'une manière d'avoir retranscrit dans vos équations l'idée de la Genèse. Vous êtes tellement, vous autres scientifiques occidentaux, innervés des concepts, des idées et du récit biblique, qu'en fait, vous avez reproduit cette idée de création dans vos équations. » C'est pas vrai. Je suis pas... Le fait que la science soit influencée par un contexte social, ça me paraît absolument inévitable et absolument incontestable. Les scientifiques, d'accord, pensent à partir de leurs croyances. On ne peut pas faire autrement. Et il est tout à fait évident que suivant votre éducation culturelle, religieuse ou non religieuse, etc., par rapport à tout ce qui va fonder votre être au monde, vous n'allez pas être porté vers les mêmes théories scientifiques. Donc oui, bien sûr, la science se fait dans un contexte, et oui, bien sûr, le fait que nous ayons une histoire, qui est ce qu'elle est, va influencer nos manières de penser la description scientifique du réel. Donc il a raison en ce sens. Il a raison. Il y a une influence de notre histoire religieuse, littéraire, mythique et tout ce qu'on veut sur les élaborations scientifiques. Il ne faut pas le passer sous silence. Mais en ce cas particulier, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les scientifiques du début du XXe siècle étaient convaincus que l'univers était éternel, infini, statique, etc. C'était le modèle évident. Et l'avènement du modèle du Big Bang ne s'est pas fait parce qu'il fallait coller à la Bible ou à je ne sais quel autre texte, fût-il sacré, mais il s'est fait parce que l'observation nous y a contraints. Et il s'est fait dans la douleur. Parce que c'est tellement étrange, cette idée de Big Bang, que croyez bien, et je vais y venir d'ailleurs, qu'il a fallu beaucoup d'arguments avant que la communauté scientifique ne bascule. D'accord ? Donc ça ne s'est pas du tout fait pour des raisons de croyance ou d'a priori téléologico-mystiques. Pas du tout. Il y a sans doute un peu de ça parfois en science, mais pas ici. Au contraire. D'accord ? Les croyances jouaient à contre. Et le Big Bang a eu beaucoup de mal à s'imposer contre la croyance en un univers statique. Donc c'est exactement l'inverse qui est advenu. Récession des galaxies, comment ça marche ? Exactement comme ce que je vous ai expliqué ici il y a un quart d'heure. Ça marche par effet Doppler. Je mesure directement la vitesse par effet Doppler. Donc c'est très facile de savoir comment bougent les galaxies lointaines. À la fois par rapport à moi, et puis même les unes par rapport aux autres, puisque je peux reconstruire une carte tridimensionnelle. Et qu'est-ce que j'observe ? Que tous les points d'univers, ou presque, s'éloignent les uns des autres. Tous les points d'univers s'éloignent les uns des autres. Ça, c'est quand même très exactement ce qu'on pourrait attendre d'un paradigme de type explosion. D'accord ? À grande échelle, tous les points d'univers s'éloignent les uns des autres et ils le font d'autant plus vite qu'ils sont éloignés. Peut-être deux commentaires là-dessus. À grande échelle, tous les points d'univers s'éloignent les uns des autres et s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont éloignés en adéquation avec une image de type Big Bang. Ça, c'est quand même l'argument fort. Quand vous voyez ça, ça fait douter. J'ai deux remarques à faire. La première,
parce que je sais que quelqu'un va me le demander tout à l'heure, donc j'anticipe. Chaque année, il y a une personne qui le demande. C'est pas vrai, parce que la galaxie d'Andromède est en train de se rapprocher de la Voie lactée. Oui, c'est pas tout à fait vrai, en effet. Pourquoi ? Parce que la galaxie d'Andromède est très proche de nous. Et cette assertion que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres est vraie à grande distance. Andromède est tellement proche de la Voie lactée que, pour le dire de façon naïve, la force gravitationnelle surcompense l'effet de dilatation de l'espace. Pour le dire, pour imager cette assertion, imaginez que vous avez un tapis roulant qui roule à 10 mètres par seconde par là, puis si vous courez à 12 mètres par seconde par là, vous allez quand même dans l'autre sens. D'accord ? Donc le tapis roulant d'espace-temps impose bien l'éloignement, mais si vous avez des corps qui sont très proches, donc qui ne s'éloignent pas trop vite, la vitesse propre des corps sur le tapis roulant peut surcompenser l'effet du tapis roulant. D'accord ? Donc, pas de problème avec ça. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est la suivante. J'ai donc dit plusieurs fois aujourd'hui qu'on ne pouvait pas prouver une théorie. Vous savez ce que l'épistémologue Karl Popper a proposé ? Il a proposé que ce qui fondait la scientificité d'une théorie, ce n'était pas le fait d'être prouvable, ça ne marche pas, c'était le fait d'être réfutable. C'est-à-dire qu'une théorie est scientifique si on peut la mettre en défaut. L'exemple qu'il donne est le suivant. La proposition « Dieu existe » n'est pas une proposition scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que si vous croyez que Dieu existe, je ne peux pas faire une expérience pour vous prouver que vous avez tort. Je ne peux pas réfuter cette assertion. Donc cette assertion est peut-être vraie, ce n'est pas la question, mais elle n'est pas de nature scientifique. Par contre, la proposition « tous les signes sont blancs », alors signe avec un Y, hein, ce n'est pas une sémiotique, c'est une ornithologie, d'accord ? Donc la proposition « tous les signes sont blancs » est scientifique, parce que si vous trouvez un signe noir, vous allez prouver que cette assertion est fausse. Vous pouvez la mettre en défaut. Vous ne pourrez jamais la prouver, hein, que tous les signes sont blancs, parce que vous ne savez pas si demain vous allez trouver un signe noir. Donc vous ne pouvez pas prouver que c'est vrai, mais vous pouvez prouver que c'est faux. Comment ? Par le contre-exemple. D'accord ? D'accord ? Donc ça, c'est la vision poppérienne, que j'aime pas du tout, et donc je vous expliquerai plus tard pourquoi je crois qu'elle est extraordinairement caricaturale, au point d'être même fausse. Mais en toute première approximation épistémologique, si vous n'avez pas les idées claires, c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est mieux, à mon sens, de penser comme ça, dans la vision poppérienne de la falsifiabilité, plutôt que dans la vision absolument indéfendable de la capacité de prouver. D'accord ? Pourquoi je vous reparle de ça maintenant ? Parce que vous voyez en ce sens que le modèle du Big Bang est, au sens de Popper, extraordinairement scientifique. Il est très facile à réfuter. Pourquoi ? Il suffit que vous trouviez une seule galaxie lointaine qui se rapproche de la Terre pour que le modèle s'effondre. Parce que le modèle dit quoi ? Que comme l'univers est en expansion, toutes les galaxies lointaines doivent s'éloigner. Toutes. On en mesure aujourd'hui des millions. Avec le télescope LSST, on en mesurera des milliards. Si une seule galaxie lointaine venait à se rapprocher de la Terre, j'irais jusqu'à dire que c'est tout l'édifice du Big Bang qui se trouve mis en défaut. Donc vous voyez que le Big Bang, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une croyance aveugle, c'est une proposition scientifique testable, réfutable. Et évidemment, jusqu'à maintenant, non réfutée, sinon je ne vous l'enseignerai pas. Ça ferait partie de tout ce qu'on a mis aux oubliettes de l'histoire des mauvaises bonnes idées. D'accord ? Il y en a beaucoup en science. Hein. L'essentiel sont quand même de cette nature. Voilà. Ça va ? Vous commencez à être, convaincu, c'est beaucoup dire, mais vous commencez à vous dire que c'est peut-être pas si déraisonnable que ça, cette idée de Big Bang. Quelle heure il est ? 6h20 ? Bon allez, un dernier argument pour aujourd'hui, d'accord ? Qu'est-ce que je vous donne maintenant ? Allez, les âges. Troisième argument, on en verra d'autres la prochaine fois, hein, c'est loin d'être terminé. Troisième argument, les âges. C'est un bel argument, ça. C'est un bel argument. Alors, on va procéder comme ça. On voit donc les galaxies s'éloigner. On a l'impression que l'univers grandit.
Prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Et demandons-nous, à partir de la vitesse d'expansion accélérée, pas accélérée, il se trouve qu'elle est accélérée aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, à partir de la vitesse d'expansion mesurée, remontons le cours du temps, passons le film à l'envers, et demandons-nous quand tout ça est réduit en un seul point. Comprenez la question ? Je vois... Alors, j'ose à peine faire ce dessin, parce que ce dessin est vraiment très mauvais. Donc je le fais, mais ne le prenez pas littéralement. Je vois ça. Parce que, ne le prenez pas littéralement, parce que ce dessin va vous donner l'impression que l'univers a un centre, ce qui n'est pas vrai. Mais je vois en gros ça. Les choses comme ça, chaque flèche est une galaxie. Je vois toutes les galaxies qui s'éloignent. C'est ce que je vois aujourd'hui. Et je me dis, si je passe le film à l'envers, combien de temps faut-il pour que tout le monde se trouve concentré en un point ? Autrement dit, combien de temps me sépare du Big Bang ? C'est une question bien posée. Si je fais ça, je trouve que le temps qu'il faut pour que tous les points que j'observe convergent en un point est de l'ordre de 10 milliards d'années. Tiens, c'est marrant ça. Ça fait comme un petit écho avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les distances maximales observables. On y reviendra. Donc je dis que, à partir des vitesses d'expansion observées, je peux inférer que le temps depuis lequel ces objets s'éloignent est de l'ordre de 10 milliards d'années. Bon, à ce stade, 10 milliards d'années, ça ne me dit rien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça, j'en sais rien. J'aurais trouvé 10 millions d'années ou 1000 milliards d'années, c'était tout aussi possible à ce stade. Donc la valeur de 10 milliards d'années n'est pas en soi une corroboration du Big Bang. C'est une corroboration du Big Bang pour la raison que je vous donne maintenant. Prenons ça au sérieux. Supposons que l'univers est en gros 10 milliards d'années. À quoi s'attend-on pour les objets présents dans l'univers ? La première chose à laquelle on s'attend, c'est que tous les objets présents dans l'univers aient un âge plus petit que ça. Parce que évidemment, si je dis que l'univers a 10 milliards d'années, mais que je trouve une étoile qui a 20 milliards d'années, ça n'a pas de sens. Donc la première contrainte que j'ai pour tester cette assertion, c'est que je dois trouver que les choses contenues dans l'univers ont toutes un âge plus petit que l'univers. Là encore, vous voyez qu'il y a une très haute capacité à l'infirmation. Il suffit que je trouve un objet plus vieux que l'univers pour que mon modèle s'effondre, n'est-ce pas ? Ça, c'est la première contrainte. Mais il y a une deuxième contrainte qui est plus subtile et plus forte. C'est finalement que je m'attends à trouver des objets dont les âges sont dispersés jusqu'à l'âge de l'univers. Je m'explique. Écoutez-moi bien, là, c'est un peu plus subtil. Mathématiquement, il pourrait se faire que l'univers ait 10 milliards d'années et que tous les objets qu'il y a dans l'univers aient 100 ans maximum. Ce n'est pas contradictoire en termes logiques. 100 ans, c'est plus petit que 10 milliards d'années, donc il n'y a pas incohérence logique entre les deux faits. Mais il y a étrangeté physique. C'est-à-dire que si l'univers a 10 milliards d'années, je m'attends naturellement à trouver des objets dont les âges sont typiquement répartis entre aujourd'hui et 10 milliards d'années. Parce qu'il n'y a aucune raison que tout soit apparu juste là, maintenant, dans les dernières années. Il s'est passé des choses depuis le départ, s'il y a eu un départ, évidemment. Donc je dois trouver un peu comme un paléontologue, n'est-ce pas, des fossiles, des restes, des signes, des traces de toute l'histoire du vivant. Ce qui est le cas, n'en déplaise aux créationnistes, du point de vue des dinosaures et de ceux qui les ont précédés. Et c'est pareil en cosmologie. Et c'est ça qui est beau. Si on trouvait que toutes les étoiles ont moins de 10 000 ans, le modèle ne serait pas crédible. Or, ce qu'on observe, c'est effectivement que tous les objets mesurés ont bien des âges qui sont inférieurs à l'âge de l'univers. Ça, c'est ce qu'on voit. Et ensuite, on observe bien une dispersion d'âge et presque jusqu'à l'âge de l'univers. Alors comment le sait-on ça ? Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on voit des étoiles qui ont plusieurs milliards d'années, donc des âges qui sont de l'ordre de l'âge de l'univers. Comment le sait-on ?
Je fais une parenthèse de 30 secondes, parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent, mais je sais aussi que certains ne connaissent pas. Et je voudrais que absolument tout le monde connaisse, à la fin du cours, le fonctionnement de la datation en carbone 14. Parce que c'est les mêmes idées, en fait. Donc, je rappelle comment ça marche, même si la plupart d'entre vous le savent. Le carbone, 6 protons, est un élément chimique qui existe essentiellement sous deux formes isotopiques, c'est-à-dire avec des nombres différents de neutrons. Le carbone 12 est stable. Le carbone, donc avec 12, avec 6 neutrons et 6 protons, carbone 12 est stable. Le carbone 14, avec 6 protons et donc 8 neutrons, est instable. Instable, ça signifie qu'au bout d'un moment, il se désintègre. Ok ? Or, quand les rayons cosmiques, qui sont des particules issues entre autres des explosions de supernovae, viennent taper dans l'atmosphère de la Terre, ils font des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires vont créer du carbone 14. Donc dans l'atmosphère, à cause du bombardement par les particules énergétiques provenant de l'évolution stellaire, il y a création continue de carbone 14. Les êtres vivants que nous sommes respirent. Donc en respirant, nous inhalons du carbone 14 et du carbone 12, mais un peu des deux. Donc notre corps contient une proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 qui est uniquement fixée par la quantité de carbone 14 qu'il y a dans l'air que nous respirons. D'accord ? Quand on meurt, on cesse de respirer. Enfin vous, parce que moi je suis un vampire, je n'ai pas ces problèmes-là. Mais vous cessez de respirer. Quand on cesse de respirer, qu'est-ce qui se passe ? On ne renouvelle plus notre carbone 14. Le 12, lui, il est stable, donc il s'en fiche que vous soyez mort, il est toujours là. Mais le 14, comme lui, il est radioactif et qu'il se désintègre, et que vous ne le renouvelez pas en respirant, sa proportion ne fait que décroître. Donc en évaluant la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12, ce qu'on date en réalité, c'est le temps qui nous sépare de la mort d'un organisme vivant. C'est le temps qui nous sépare du moment où il a cessé d'inhaler l'air qui se trouve autour de lui et donc de se réapprovisionner en carbone 12. 14, je fatigue là. Ça va ? Non, ça va pas ? Si. D'ailleurs, vous savez que c'est comme ça qu'on a daté le Saint-Suaire, le suaire de Turin sur lequel devait se trouver le visage du Christ, et que Grenoble est l'un des 3 laboratoires qui a daté le suaire. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du Vatican ? Enfin, moi, si j'avais une relique sacrée, le dernier truc que je ferais, c'est de la dater, quoi. Parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Il fallait être fou. Bon, bref, ils l'ont fait. Donc, 3 laboratoires différents ont daté le Saint-Suaire. Les 3 ont trouvé la même date. Et si je me souviens bien, ils datent du XIe siècle. Donc, pour le Christ, c'est raté. Mais c'est très précis. C'est ça la morale de l'histoire. Alors, en cosmologie, on ne peut pas faire la même chose. D'abord, parce que les étoiles ne respirent pas beaucoup d'oxygène. Et ensuite, parce que la durée de vie du carbone est faible. C'est de l'ordre de 4000 ans. D'accord ? Donc, à l'échelle cosmologique, il n'en resterait plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise différentes méthodes, dont certaines sont fondées sur des datations isotopiques, se basant sur des éléments ayant des durées de vie beaucoup plus longues que le carbone 14 et sur des modèles d'évolution stellaire. Donc, convergence des âges, ce qu'on mesure, c'est qu'il y a dans l'univers beaucoup d'objets qui ont des âges éventuellement élevés, mais toujours plus faibles que l'âge supposé de l'univers dans un modèle de type Big Bang. Donc vous voyez que ce 3e indice est très fort. Il n'y a rien qui ait 20 milliards d'années dans l'univers observé jusqu'à ce jour. Ce qui est quand même une très bonne corroboration de l'idée suivant laquelle l'univers lui-même est apparu il y a environ 10 milliards d'années. J'en reste là pour aujourd'hui, j'écoute vos questions. Oui. Là, juste, pour parler de 10 milliards d'années, c'est les années où le méthode référentiel dans l'univers. Ah, ça c'est bien, voilà. Il y a un relativiste parmi nous. Donc sa question, je la reprends, était dans quel référentiel les années sont-elles mesurées ? Ça j'adore, c'est une question de physicien. Une question que l'homme normal se pose jamais, quoi. Bon, donc tu es anormal, je suis heureux de te l'apprendre ce soir. C'est un compliment pour moi. Bon, alors plus sérieusement maintenant. Donc tu as raison.
l'écoulement du temps dépend à la fois de la vitesse entre les corps et du potentiel gravitationnel. Donc en cosmologie, quand on parle de temps sans spécifier, c'est toujours ce qu'on appelle le temps cosmique, c'est-à-dire le temps mesuré par une horloge qui suit une géodésique dans l'univers. Donc c'est vraiment le temps tel qu'il serait mesuré par notre montre. Voilà, c'est ce temps-là. Oui. En fait, je me demande pourquoi on se base sur les galaxies alors que les galaxies sont formées après le Big Bang. Donc 10 milliards d'années, à mon humble avis, je pense que c'est le temps qui nous sépare de la naissance des galaxies et non pas du Big Bang. Donc la question est, pourquoi est-ce qu'on se base sur les galaxies puisque celles-ci se sont formées après le Big Bang et que, selon toi, ces 10 milliards d'années nous séparent en fait de la naissance des galaxies et non pas de la naissance de l'univers. Voilà. Oui, alors je ne suis pas d'accord, mais c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que pourquoi on utilise les galaxies? C'est pour des raisons essentiellement praxiques. C'est parce que les galaxies sont très lumineuses et que pour voir loin, j'ai besoin d'objets qui émettent une quantité colossale de lumière. Donc les galaxies sont d'extraordinaires sondes de l'univers parce qu'elles émettent beaucoup de lumière. Bien sûr, ce que tu objectes, nous en sommes parfaitement conscients. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, enfin il n'est même pas possible, il est même certain que les galaxies soient apparues à un certain moment dans l'histoire cosmologique, et il se peut tout à fait qu'il y ait une partie de l'histoire qui soit avant la formation des galaxies. Je suis parfaitement d'accord avec toi jusque-là. Mais il se trouve que cette histoire avant, on sait aussi la sonder. Et en particulier, le jalon le plus précis dont nous disposons actuellement, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique, dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui lui a été émis très proche du Big Bang, environ 380 000 ans après le Big Bang, mais 380 000 ans à l'échelle de 10 milliards d'années, c'est comme le premier jour de vie pour un homme. Donc c'est quand même très proche de la naissance, d'accord ? Et ce rayonnement fossile, on le voit. Et au sein de ce rayonnement fossile, on voit même des traces de ce qui s'est passé bien avant lui. Donc, je te répondrai en 2 temps, tu as raison. Ce que je dis jusqu'à maintenant est basé sur les galaxies et ne permet donc pas de revenir en arrière au-delà d'un certain temps, c'est tout à fait vrai, mais nous avons d'autres sondes, la nucléosynthèse primordiale, le fond diffus cosmologique, etc., qui, eux, permettent de le faire. Donc on en parlera plus tard. Oui ? Vous avez dit qu'il y a des objets qui sont éloignés de nous à 10 milliards d'années-lumière, et que l'univers est vieux de 10 milliards d'années. Du coup, ça veut dire que ces objets sont déplacés à la vitesse de la lumière. Si en 10 milliards d'années, ils ont parcouru 10 milliards d'années de lumière, c'est-à-dire qu'ils sont à la vitesse de la lumière. Voilà. D'accord. Donc la question est, ces objets qui sont à 10 milliards d'années-lumière de nous doivent en gros se déplacer à la vitesse de la lumière. Je peux résumer comme ça. Alors c'est une bonne question, mais peut-être on peut la poser mieux. Si tu me permets, je réponds par une digression, mais qui je crois répond un peu à la question. Donc, je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais tout le monde sait ici qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. C'est bon, on va le faire ensemble, mais enfin, on n'a pas besoin de le faire. Ça, on l'apprend à l'âge du berceau. Prenons un exemple pour voir si c'est vrai. Imagine que tu as une tour, d'accord ? Une tour qui est donc cylindrique. Et au milieu de la tour, tu mets un gyrophare de police. Bon, ou un gyrophare d'ambulance, c'est quand même mieux que... On met un gyrophare qui tourne à vitesse constante. D'accord ? Donc le gyrophare tourne et il émet sur le mur un spot. D'accord ? Le spot se déplace à une certaine vitesse, étant donné que l'arc S est égal à R fois l'angle θ, ça veut dire que la vitesse linéaire, disons, sur le mur est égale à R fois la vitesse angulaire. D'accord ? C'est-à-dire que si ton gyrophare tourne à 1 radian par seconde, la vitesse du spot sur le mur est d'autant plus grande que la tour est grande. C'est évident, n'est-ce pas ? Si votre tour fait 1 mètre de diamètre, le spot il se déplace assez lentement. Si votre tour fait 10 mètres de diamètre, il se déplace 10 fois plus vite. C'est clair pour tout le monde. Hein ? Moi, je tourne mon bras comme ça à vitesse constante. Le mur sur lequel je projette le spot, s'il est plus loin, le spot va plus vite. Donc si la tour maintenant elle fait 100 mètres de diamètre, il commence à se déplacer vraiment vite. Imaginons maintenant que la tour soit tellement grande pour que ça me donne une vitesse plus grande que la lumière. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que le spot de lumière se déplace plus vite que la lumière ? Bah oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Et c'est pas contradictoire, et ça viole pas la relativité. Pourquoi ? Mais pour une raison simple, il n'y a pas de transmission d'informations. Ce ne sont pas les mêmes photons qui vont s'écraser sur le mur ici et qui vont s'écraser sur le mur là. Quand votre gyrophare balaye l'espace
et que vous voyez le spot de lumière qui est là, puis un instant après il est là, et un instant après il est là, et un instant après il est là, ce ne sont pas du tout les mêmes objets physiques qui se déplacent de là à là. Vous avez des photons qui sont arrivés là, et puis une seconde après, ou une fraction de seconde après, vous avez des photons qui sont arrivés là, mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas un objet matériel qui se déplace d'ici à là. Donc, la vitesse de votre spot, c'est ce qu'on pourrait appeler une vitesse de phase. Elle n'est pas associée à un déplacement de matière. Elle peut tout à fait aller plus vite que la lumière. C'est un peu comme une vague. Vous savez ça, n'est-ce pas, qu'une vague, si vous avez sur la mer une vague qui se propage à une certaine vitesse, les molécules d'eau ne se déplacent pas du tout à cette vitesse. Vous savez ça, quand même. Les molécules d'eau, elles font que monter et descendre. Hein. Vous le voyez bien, si vous mettez un petit jouet, un petit canard là, dans votre baignoire ce soir, puis que vous tapez sur la baignoire, vous allez avoir des vagues qui se propagent, mais le canard, il fait que monter et descendre. N'est-ce pas? Quoi, vous avez encore des canards, quand même? Il ne faut jamais se séparer de ces canards d'enfance, quoi. Moi, j'ai toujours mes canards. Bon, donc vous verrez qu'il monte et il descend. Il ne se déplace pas à la vitesse de la vague. Ça veut dire quoi, ça? Les molécules d'eau ne se déplacent pas du tout à la vitesse du front d'onde. Les molécules d'eau, objets matériels physiques, ne font que monter et descendre à une vitesse très lente. La vitesse de la vague n'a rien à voir avec la vitesse de la matière. Cette longue digression pour dire que ce qui est borné à la vitesse de la lumière, c'est la vitesse locale. Si localement, je prends une règle, une montre, et j'ai un photon qui passe, ou n'importe quoi d'autre, je vais trouver une vitesse qui est plus petite ou égale à celle de la lumière, localement. Ça, c'est vrai. Si je suis en train de dire, je prends une galaxie qui est à l'autre bout de l'univers, enfin, à supposer que cette expression ait un sens, et une galaxie qui est ici, elle s'éloigne plus vite que la lumière. En fait, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une vitesse mesurable. Donc oui, si tu peux avoir une distance divisée par un temps et trouver quelque chose qui est plus grand que la vitesse de la lumière. Donc en ce sens, ma réponse est oui. Mais ça ne correspond pas à une vitesse physique que tu vas mesurer localement dans un référentiel déterminé. D'autres remarques? Ah oui, il y avait quelqu'un là-bas, je crois, je ne sais plus. Non, mais c'était pour les théories d'horizon. En fait, j'ai pas compris comment ça pouvait marcher dans l'univers, puisque ce que vous avez expliqué, c'est avec la Terre. Oui. Oui, non, mais en fait, c'est normal, parce que je ne suis pas encore revenu à la notion d'horizon en cosmologie. Mais on peut déjà donner des éléments. Si l'univers a un âge fini, ce qu'on est en train de commencer à dire avec le modèle du Big Bang, et si la lumière se déplace à une vitesse finie, bah, tu vois immédiatement que tu ne peux pas voir infiniment loin. Tout simplement. Puisque la lumière se déplace à vitesse finie et qu'il y a un temps à partir duquel la lumière est émise. Je ne dis pas que l'univers a une taille finie, c'est ça qui est un peu subtil. Même si l'univers, en tant que tout ce qui existe, est infini, ce qui est possible, hein, ça, et qu'il est infini à tout instant, ce qui est possible, ça aussi, il n'empêche que, à partir du moment où j'ai un modèle de Big Bang qui fait que les photons sont émis à un certain instant et se déplacent à une certaine vitesse, j'ai forcément un effet d'horizon qui fait que les photons qui me viennent de la distance la plus grande viennent d'une distance finie. Mais on va y revenir. J'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse, mais on y reviendra. Oui. Pourquoi n'aimez-vous pas la vision de Popper? Ah. Alors pourquoi je n'aime pas Popper? Bon, d'abord, on s'en fiche de ce que j'aime ou pas. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est ce qui vous intéresse vous ou pas. Moi, je joue le rôle du provocateur qui est là pour vous obliger à prendre parti, et si vous prenez parti contre moi, tant mieux. Pour répondre à la question, non, bon, j'ai rien contre Popper lui-même, qui est un très grand intellectuel, voilà. Mais mes réserves sont les suivantes. La première, c'est que je trouve qu'au niveau de son analyse sociologique, si tu veux, Popper est un peu populiste. Tu vois, il se moquait, par exemple, des intellectuels de son temps qui croyaient que... par exemple, Popper pensait que nous étions définitivement sortis des problèmes de misère, d'inégalité sociale, de pauvreté dans l'Europe, et que c'était quelque chose d'évident et d'inexorable. Bon, quand on regarde aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Je crois que le problème de la théorie de Popper, c'est qu'il cherche un critère de démarcation trop simple. Et je crois que c'est pas simple. C'est-à-dire que le problème du critère de Popper, c'est qu'il fait comme si, il fait semblant. Mais en fait, pour être honnête, tu as raison. C'est moins le problème de Popper que des Poppériens, comme toujours en fait. C'est-à-dire que c'est moins Popper lui-même que ceux qui le lisent mal et le surinterprètent, qui pensent qu'il y a une sorte de ligne rouge qu'il ne faut pas franchir entre la bonne science qui satisfait à Popper et la non-science, sous-entendu donc la pensée inintéressante qui n'y satisfait pas. Donc moi ça me gêne parce que déjà,
L'idée même de frontière, tu vois, généralement, elle n'a de sens que quand on veut en exclure les indésirables. Ça, déjà, c'est une idée que j'aime pas, au sens politique du terme. Mais au-delà de ça, je crois que cette frontière, elle n'existe pas. C'est une création artificielle, voire artefactuelle, parce qu'en réalité, au sens de Popper, toutes les théories seraient déjà réfutées. Parce qu'en fait, pour n'importe quelle théorie, y compris les meilleures, y compris celle d'Einstein, moi c'est celle que je préfère, comme tout le monde, je ne suis pas original pour ça, on a en fait des expériences de pensée pour lesquelles elles ne marchent pas. Par exemple, la rotation des galaxies n'est pas expliquée par la théorie d'Einstein. Ça ne marche pas, c'est complètement faux. Qu'est-ce qu'on fait? On aime tellement la théorie d'Einstein, et pour de bonnes raisons, pas parce qu'on est des illuminés, qu'on va dire la théorie est bonne, mais il y a des choses qu'on ne voit pas, et on appelle ça la matière noire. Donc tu vois, quand tu as un problème entre une théorie et une expérience, Popper dit, c'est que la théorie est morte. Oui, ou alors c'est parce qu'il y a une matière bizarre à laquelle on n'avait pas pensé. Il y a toujours des échappatoires. Ou alors c'est parce que, en fait, le domaine d'application de la théorie est moins grand que ce qu'on pensait. Ou alors c'est parce qu'on surinterprète l'expérience. Donc, dans les faits, je crois qu'une construction scientifique est toujours plus baroque que ce que cette ligne de démarcation trop simple pourrait laisser croire entre le bon et le mauvais côté. Et je vais donner un dernier exemple pour ça, qui n'a rien à voir avec Popper, mais qui est Auguste Comte, le père du positivisme. D'ailleurs, je suis toujours un peu honteux, parce que le pauvre Auguste Comte, qui a quand même dit et écrit beaucoup de choses intéressantes, n'est maintenant presque plus cité que pour la seule grosse boulette qu'il a faite dans toute sa vie. Donc c'est pas très charitable, tant pis, je vais faire comme tout le monde, donc je vais le citer pour ça. Auguste Comte disait qu'il fallait se garder de réfléchir ou de disserter ou de batailler sur la composition chimique des étoiles parce qu'on ne pourrait jamais aller sur place et le vérifier. Et que donc c'était une question quasiment métaphysique, mais que ce n'était pas une question scientifique, la composition des étoiles. Parce qu'on ne pouvait pas aller là-bas, en ramener un échantillon, l'étudier au laboratoire et savoir ce que c'était. Ce qui semble raisonnable en fait. Sauf que quelques années après, on invente la spectroscopie. Et grâce à la spectroscopie, on connaît aujourd'hui la composition du Soleil avec une précision faramineuse. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être trop prompt à statuer, à légiférer sur le caractère scientifique ou non d'une démarche. Mon sentiment, ça n'engage que moi, vous êtes invité à n'être pas d'accord, mon sentiment c'est qu'on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est est-ce que ça crée du sens, est-ce que c'est fructueux. C'est que la science, si tu veux, c'est, je crois, une modalité de pensée qui est fondamentalement dynamique. Et donc, si on cherche un critère de démarcation bien clair et qu'on y enferme la démarche, on en interdit l'évolution, alors qu'en fait, l'évolution fait partie de la démarche. On ne fait pas la science aujourd'hui comme la faisait Galilée, et heureusement. Bon, cela dit, c'est quand même très intéressant, Popper. Oui. Si le Big Bang est une théorie plutôt plaisante, ou est-ce que c'est le centre de l'univers? Ah. Alors, la question est, si le Big Bang est une théorie plutôt plaisante, où est le centre de l'univers, c'est ça? Non, mais c'est pas plutôt plaisant, c'est absolument enthousiasmant. Voilà. Non, mais quand même. J'ai peut-être pas bien compris. Bon, là, je plaisante. Alors maintenant, je réponds sérieusement à la partie sérieuse de la question. Oui, c'est pour ça que j'avais des remords à faire ce dessin. Parce qu'il n'y a pas de centre de l'univers. La réponse est très claire. La réponse, telle qu'on la comprend aujourd'hui, est très claire. Il n'y a pas de centre de l'univers. Alors, et c'est pour ça qu'à ce stade-là, je ne peux que vous inviter à venir au prochain cours. Parce que si on raisonne dans le cadre de la physique de Newton, celle qu'on a tous appris à l'école, ma réponse n'a aucun sens. Dans le cadre de la physique de Newton, avec un espace qui est ce qu'il est, si je vous dis il y a eu une explosion, vous allez me demander où elle a eu lieu. Et c'est une bonne question. En effet. Et donc il devrait y avoir quelque part, par ici ou par là, les traces du Big Bang. Ce n'est pas le cas. Le Big Bang a eu lieu partout en même temps. Et cette réponse ne peut pas être comprise dans le cadre de la physique de Newton. Elle ne peut être comprise que dans le cadre de la physique d'Einstein. C'est grâce à la relativité générale que cette réponse, le Big Bang a lieu partout en même temps, a du sens. Alors, je vais quand même expliquer là tout de suite, du mieux que je peux le faire, et je le redirai plus tard, cette assertion. Un cerveau humain normalement constitué a du mal à avoir un espace tridimensionnel courbe. Si c'est facile pour vous, venez me voir. Venez faire une thèse dans mon groupe. Mais pour moi, c'est pas facile. Donc, on va prendre un espace pas à 3 dimensions, mais à 2 dimensions. Donc, 2 dimensions sur une feuille de papier. D'accord ? Et maintenant, on va lui donner de la courbure. Alors, tu prends ta feuille et t'en fais une sphère. Alors, plutôt qu'une feuille, pour que ce soit élastique, on va penser à un ballon de baudruche. D'accord ? Comme ce qu'on file aux enfants. Là. Sur le ballon de baudruche,
Imagine bien, alors là c'est là où il faut que je sois parfaitement clair, parce que c'est le danger de cette analogie. Dans l'analogie que je suis en train de faire, le monde, c'est la surface du ballon, pas l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur n'existent pas. Je prends un exemple à 2 dimensions. Donc à 2 dimensions, la totalité de ce qui existe, n'est-ce pas, c'est la surface du ballon. Donc t'imagines, tu as une fourmi qui marche sur le ballon. Tu ne peux pas, il n'y a pas d'au-dessus, il n'y a pas d'en dessous. Ça n'existe pas dans mon exemple. Ok. Quand le ballon est très petit, c'est l'équivalent du Big Bang. Tu souffles, le ballon gonfle. Tu vois que chaque point à la surface du ballon va bien s'éloigner de chaque autre, exactement comme dans le Big Bang. Et maintenant, je te demande, quel point à la surface du ballon est le plus proche du Big Bang ? Ben, tu vois que tous les points à la surface du ballon ont en fait un statut équivalent par rapport au Big Bang. Le Big Bang, c'est le moment où le ballon était infiniment contracté, en un point. Le ballon enfle. C'est bien comme une explosion, puisque chaque point s'éloigne de chaque autre. Et maintenant, je te dis, à la surface du ballon, où a eu lieu l'explosion ? Partout en même temps. Oui, mais si on remonte dans le passé, il y a tout qui se retraque comme ça. Oui. À un moment, on peut arriver à un point. On arrive, le ballon entier devient infiniment petit. D'accord, et dans ces cas-là, en fait, ça remonte l'univers. Et oui. Donc, dans l'univers contemporain qui correspond au ballon gonflé, justement, où est-ce que ça a eu lieu ? Ben, aucun point de l'univers contemporain n'est plus près du Big Bang qu'un autre. Voilà peut-être la réponse rigoureuse. Aucun point de l'univers contemporain n'est plus près du Big Bang que n'importe quel autre point. Et du coup, ce que vous dites, ça fait rebondir, j'ai une question exactement ce que vous voulez dire. Est-ce que ce serait possible, là, ce que vous avez vu dans votre exemple, en 2 dimensions, dans 3 dimensions ou 4 dimensions, je ne sais pas combien, est-ce que ce serait possible qu'en avançant tout droit, on retourne au point de départ ? Oui. Donc la question est qu'en avançant tout droit, on peut retourner à notre point de départ ? Comme sur un ballon. La réponse est oui. Si nous sommes dans un univers fini avec une géométrie de type sphérique, c'est-à-dire un coefficient de courbure k égale plus 1, oui, tu peux avancer tout droit et revenir au même point. Concrètement, tu ne peux pas parce que c'est trop grand, etc., mais en principe, tu peux, oui. 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 Donc là, c'est une question sur l'absorbant qui peut être supposé pour expliquer le paradoxe de Hilbert. Tu n'as pas besoin de te poser des questions compliquées. À la fin, l'énergie est conservée. C'est tout. Tu peux de façon transitoire avoir un objet qui va, entre guillemets, se charger d'énergie pendant un temps et éventuellement la stocker, cette énergie, sous une forme quelconque. Et donc, tu peux te dire, l'observateur qui est derrière ne la voit plus. Mais si tu as un temps infini, l'énergie est constituée, donc ce qui rentre sort. Voilà. Donc, in fine, tu ne peux pas perdre d'énergie de cette manière-là. Et comme un corps chaud rayonne, c'est la loi de Stéphan, il rayonne de façon proportionnelle à la puissance 4e de la température. Si le milieu est très absorbant, il va être chauffé à température très élevée, donc il va rayonner énormément. Et à la fin, ça revient au même. C'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme s'il n'y en avait pas. La température dépend de la quantité de ce qui a été absorbé. Ah, attention, si maintenant on oublie cette hypothèse fausse et qu'on revient à la cosmologie contemporaine avec un espace qui est essentiellement vide et que ta question porte sur quelle est la température de l'espace, ça c'est autre chose. Alors, si tu parles du vide stricto sensu, on ne peut pas définir une température pour le vide parce que le vide il est lié à l'agitation thermique. Mais il se trouve que l'espace en fait n'est pas tout à fait vide, il est rempli du rayonnement fossile cosmologique et ce rayonnement lui a une température de un peu moins de 3 degrés Kelvin. Donc ce qu'on appelle génériquement la température de l'univers, c'est ça. C'est aujourd'hui environ 2,7 degrés Kelvin, donc 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, donc à peu près moins 270 degrés. Et cette température ne fait que décroître, parce que l'univers est en expansion, et il y a un effet de détente adiabatique, et donc elle tend vers zéro. Pas tout à fait vers zéro, enfin c'est un peu plus compliqué que ça avec une constante cosmologique, mais c'est l'idée. Oui, ces rayonnements sont de l'énergie, et comme l'espace grandit, d'accord, la longueur d'onde des ondes se trouve elle-même étirée en même temps que l'espace, donc l'énergie de chaque onde ne fait que diminuer parce que l'énergie d'une onde est donnée par sa fréquence, proportionnelle à sa fréquence. Donc comme la fréquence de l'onde diminue eu égard à l'effet de dilatation de l'espace, la densité volumique d'énergie diminue. Et
Dans un vide absolu, ça n'a pas de sens de définir une température. Bah non, pourquoi c'est bizarre? C'est un peu le paradoxe du cosmonaute. Tu sais ce qui se passe pour un cosmonaute qui sort de son vaisseau spatial et qui saute dans le vide? D'habitude, on le voit instantanément gelé. C'est pas vrai en fait, hein. Il ne va pas instantanément geler parce que dans le vide, il n'y a pas d'échange de chaleur. Pourquoi toi là tu transmets de la chaleur à la table? Et pourquoi quand tu touches un glaçon tu as froid? Parce qu'il y a des échanges. Dans le vide, tu n'as pas de convection. La seule manière de perdre de l'énergie, c'est par rayonnement, qui est un phénomène très inefficace pour perdre de l'énergie. Donc en fait, si tu sors de ton vaisseau spatial dans le vide intersidéral, tu vas effectivement mourir. Tu vas mourir parce que la pression partielle de l'oxygène va devenir très grosse, donc en fait tu vas gonfler. Ce ne sera pas très beau à regarder. Non mais parce que j'aide un peu quelqu'un d'extraordinaire qui est en train de faire un film, très grande réalisatrice, et on a cette scène en fait. Elle m'a demandé ce qui allait se passer. Et je lui dis, ben, on va gonfler, quoi. Elle me dit, ah non, mais non, je peux pas faire ça à une actrice, quoi. C'est pas beau, quoi, comme scène. Bon, alors on a dit qu'on allait lui mettre un scaphandre, comme ça on verra pas qu'elle gonfle. Mais on meurt pas de froid, tu vois. Donc il y a peu d'échanges thermiques. Il y a que du rayonnement, il n'y a pas de convection. Allez, une dernière question, on fatigue. Oui. On va dire, je sais pas si vous pouvez dire ça philosophique ou quoi, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que si je vous dis que notre univers qui est potentiellement très grand, serait en fait que par exemple un quark dans quelque chose d'autre, serait infiniment grand, parce que le petit est composé de billes, le grand est composé de billes, tout ça, et qu'en fait ce qu'on est, c'est tout petit à côté de quelque chose, qu'on appartient nous-mêmes à quelque chose d'infiniment grand, et qu'en fait notre quark est un quark de notre monde est un univers. Donc la remarque est, si je la résume sans trop la caricaturer, comment je réagis si on dit que notre univers très grand est en fait un quark dans un autre univers, etc. Bon, alors sans plaisanter, si on prend les choses littéralement, je vais dire que je pense que ça n'a pas de sens, parce qu'un quark, ça ne veut pas juste dire un petit truc. Un quark, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui répond à une définition très précise en termes de nombre quantique, de propriétés de chromodynamique quantique, etc. Donc l'univers n'est pas un quark, ça c'est certain. Maintenant, si on prend ça au sens métaphorique, où tu veux dire en fait qu'on aurait une sorte de structure gigogne, en poupée russe, et que la totalité de notre univers ne pourrait être que quelque chose de dérisoire, vu dans une sorte de méta-univers, si je comprends bien, ça me semble pas stupide du tout, en fait. Je ne dirais pas que c'est le cas, j'en sais rien, mais il y a une question qui est corrélée à ça. Quelle est la taille d'un trou noir ? Et c'est très beau comme question. Parce que si tu prends un trou noir, un trou noir stellaire par exemple, de la masse du Soleil, va avoir un rayon de quelques kilomètres. D'accord ? Ça, c'est la taille du trou noir vu de l'extérieur. Mais quand tu es dans le trou noir, tu as un espace à définition qui est à disposition, qui est extraordinairement grand pour des effets de courbure. Donc cette idée comme ça d'éventuels univers enchâssés les uns dans les autres, c'est très spéculatif. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout aberrant. À mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas du tout aberrant. Est-ce que ça marche dans les deux sens, que comme quoi nous, ce qu'on observe le plus petit aujourd'hui, serait potentiellement quelque chose de... Oui, c'est ce que je viens de dire. Un trou noir qui est tout petit, qui fait 1 km de diamètre vu pour nous, peut en réalité contenir un espace intérieur qui est extraordinairement grand. Donc on peut imaginer ce genre de choses. De là à faire des trous noirs, des sortes de générateurs d'univers, bon, c'est un pas que je ne franchirai pas, en tout cas pas simplement. Bonne soirée, bonnes vacances, on se retrouve dans 15 jours.